Merci à tous les quatre d'être venus. Pour resituer un petit peu, donc c'est l'aboutissement d'un projet de master dans le bloc Interagir en relation professionnelle. On devait organiser un événement sur un thème de notre choix, et c'est vrai que les relations sport-e-sport nous intéressaient beaucoup. On va commencer très vite dans le vif du sujet, par vous, tout simplement. Donc à la base, Mathieu Nedelec aussi devait être là pour le côté plutôt hygiène de vie des sportifs. On excuse sa non-présence, il a eu quelques difficultés ce matin pour venir. Mais je suis son stagiaire. Donc pour le côté éclairage scientifique, hygiène de vie, je pourrais remplacer Mathieu rapidement si besoin. Et sinon, je vous laisser commencer. On va commencer par toi. Moi, je suis stagiaire au Pôle France Basket, donc je suis surtout sur le secteur féminin. Je suis arrivé dans le cadre de la thèse de Yannis Siri, qui bosse sur l'optimisation du processus de détection des futurs joueurs des équipes de France ou sélectionnés en NBA. Le but, c'est qu'il me délègue un peu des tâches de récolte de données surtout. Et puis après, je vais insérer progressivement dans les staffs cette idée d'un peu d'accompagnement scientifique. Et en parallèle, je suis sur le master d'INSEP, dans l'option conduite de projet en milieu fédéral. Donc mon mémoire porte sur la conduite du changement au milieu fédéral. En l'occurrence, le cas appliqué, c'est la structuration de l'accompagnement scientifique pour la Fédération française de basket. Voilà. Merci. Laurence. Alors Laurence Blondel, depuis fort longtemps à l'INSEP, ex-athlète ici, en charge de l'accompagnement au projet de vie. J'aime bien dire projet de vie et pas double projet, c'est quelque chose qui m'écorche les oreilles, donc projet de vie. Avec jusqu'à présent, j'étais responsable de l'ensemble des pôles France, et maintenant nous sommes 4, donc j'ai 3 collègues, et je suis en charge totalement des judokas français, des nageurs, avec les 4 disciplines ici, de tous les lutteurs, et quelques individualités en athlétisme, telles que Sacha Zoya, Wilfried Apio, etc. Voilà. Merci. Vincent, je te présenter. Vincent Lecroller, moi je travaille au pôle formation, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Avant j'étais en fédération, je m'occupais du pôle France hockey sur gazon qui était ici. Je travaillais une quinzaine d'années avec les équipes de France. Et au sein du pôle formation, je m'occupe de la dimension technologie, méthodologie, tout ce qui touche à l'analyse de la performance et l'individualisation d'entraînement. Donc c'est des formations qui sont à destination des cadres du haut niveau et on va travailler à l'optimisation du fonctionnement des structures et des cellules de perf au sein des fédés mais aussi au sein des CREPS et des établissements. Merci. Et pour finir, Alexandre. Donc je m'appelle Alexandre Araujo. D'origine, je suis ingénieur en cybersécurité. Donc j'ai une spécialisation dans l'optimisation technique de produits tournés vers le sport et vers la sécurité informatique. Et donc maintenant, actuellement, je suis manager e-sport et assistant coach e-sport dans une structure qui s'appelle Team BDS, qui est une structure suisse et qui accompagne donc des différentes équipes, 6 à l'heure actuelle, sur différents jeux dans le domaine de l'e-sport. Merci. Et donc, comme je disais, Mathieu Nedelec qui devait être avec nous, donc enseignant-chercheur, plus chercheur donc actuellement qu'enseignant au laboratoire CEP, ici à l'INSEP, sur les problématiques sommeil, fatigue, récupération, avec vraiment une expertise de plus en plus ancrée sur les problématiques sommeil actuellement, avec 3 stagiaires, dont moi sous sa tutelle actuellement, et donc plutôt sur les problématiques fatigue mentale et sommeil des sportifs de haut niveau. Voilà. Et sinon, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, avec une question, donc la même pour tous les 3, qui va être rapidement. On va commencer par Alexandre. Est-ce que tu pourrais nous définir pour toi la performance dans ta discipline, précisément Rocket League? Alors, donc, la performance dans la discipline Rocket League, elle se traduit de différentes façons. Donc forcément, pour nous, ce qu'on traduit par performance, c'est la capacité pour un joueur à être le jour d'une rencontre à 100% de ses capacités sur la communication, sur l'aspect mental et sur la capacité psychomotrice à réagir super vite et dans les conditions nécessaires pour justement remporter la rencontre, tout simplement. C'est un peu comme ça que nous on le traduit, pour recontextualiser un petit peu. Du coup, nous dans notre domaine, effectivement, donc, physiquement parlant, à proprement parler, on n'est pas dans une exigence qui est très élevée ou aussi élevée que dans des disciplines sportives plus traditionnelles.
Nous, ce qu'on attend et ce qu'on traduit normalement pour la performance, c'est le côté psychologique et mental, parce que pour nous, c'est 90% de la performance aujourd'hui. C'est vraiment l'aspect préparation mentale, être en capacité, le jour d'une rencontre, le jour d'un événement, d'être capable d'être dans une situation de pression intense sur des durées courtes. Donc c'est en général une partie de Rocket League, pour présenter ça un petit peu, c'est entre 5 et 7 minutes. En règle générale, ça peut durer beaucoup plus longtemps avec le temps additionnel, mais voilà, en général c'est entre 5 et 7 minutes. Et donc pour nous, l'importance de la performance, elle est tournée vers comment est-ce qu'il va gérer la pression, comment est-ce qu'il va réussir à se comporter pendant ce moment de pression intense pour justement permettre à l'équipe et se permettre à lui-même d'être performant au moment de l'événement. Super, merci. Et Thomas en deuxième, en basket, comment tu nous définirais la performance? Très simplement, si je me limite à la compétition, je dirais marquer plus de points que l'adversaire, si je m'arrête à ça. Maintenant, effectivement, pour moi, c'est un sport qui est beaucoup cadré par le temps, beaucoup de règles de temps. C'est un sport collectif sur petit terrain, donc ça demande des capacités réactionnelles un peu plus exigeantes que sur des sports à grand terrain. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens, c'est les notions de spacing et timing, c'est des choses qui ressortent beaucoup sur l'entraînement. Donc maintenant, dans sa définition, le côté préparation mentale, moi je le mettrais en tout cas moins au cœur de ce que nous, pour l'instant, ce qui est fait en l'occurrence au pôle. Après, sur la discipline, je dirais simplement marquer plus que l'adversaire. D'accord. Et Vincent, dans un sport aussi collectif de petit terrain, le hockey. Ouais, assez grand quand même. Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Pour moi, la performance, c'est ce qui permet de gagner la rencontre. Après, en fonction de la rencontre, en fonction du contexte, il y a plein de paramètres sur lesquels on va jouer. L'ensemble des déterminants de la performance, ils sont nombreux. On fait très souvent un focus sur la technique, la tactique, le physique et le mental. En général, quand le reste a bien été anticipé, c'est ceux-là qui vont pouvoir s'exprimer pleinement. La combinaison et l'articulation de ces dimensions dans une relation interindividuelle qui permet une performance collective me semble être ce qu'il y a de plus déterminant. D'accord, merci à tous les trois. Maintenant, je vais poser une nouvelle question que je vais préciser derrière pour pas qu'on aille trop vite sur la suite. Quelle place occupe selon vous donc l'optimisation de l'équilibre de vie de vos athlètes? Et donc ce que je disais, je précise la question. Pour l'instant, on ne va pas parler des outils, des méthodes que vous utilisez, c'est plutôt qu'est-ce que vous entendez par optimisation de l'équilibre de vie et surtout quelle place, quelle importance vous lui accordez dans cette définition de la performance que vous venez de nous donner. Et donc cette fois, je propose de commencer par toi, Vincent. C'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des autres déterminants de la performance dont on doit s'occuper en amont de l'échéance sportive. L'équilibre de vie, il va aussi bien à l'entraînement pouvoir avoir un équilibre entre la récupération et la charge d'entraînement, ce qu'on appelle les cinétiques de récupération en complément des dynamiques de charge. Et puis il y a tout ce qui va autour de la vie globale, donc il n'y a pas que la vie sportive. Ça va être la vie sociale, la vie professionnelle ou la vie scolaire, la vie familiale. L'hygiène de vie va avec. Et donc pour optimiser cet équilibre, il faut avoir une bonne idée de l'ensemble. Alors je vais parler de charges, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'ensemble des charges qui viennent s'ajouter les unes aux autres dans la vie du sportif, pour pouvoir avoir un panorama assez global et pouvoir les équilibrer. Alors équilibrer, ça ne veut pas dire que c'est toutes les mêmes tout le temps, mais à quel moment l'une va être plus importante, à quel moment on va devoir s'occuper plutôt d'une charge que d'une autre pour que l'équilibre à terme soit maintenu. Merci. Alexandre, comment toi tu la perçois? Alors, comme je le disais, nous dans notre domaine, pour traduire un petit peu et revenir sur ce que je disais au départ, en fait, vu qu'on n'est pas sur un travail physique continu, on n'est pas sur une préparation, on n'a pas besoin que le corps, techniquement parlant, physiquement, soit aussi près dans un sport traditionnel. Nous, pour répondre très précisément à la question, l'équilibre de vie, il est primordial parce que de notre point de vue, dans l'e-sport, c'est ce qui va permettre d'optimiser au maximum la compétence mentale d'un athlète, d'un joueur.
Pour nous, un joueur qui mentalement ou qui psychologiquement, effectivement, le terme charge est, je trouve, très adapté, en tout cas dans l'e-sport. Les charges de pression surtout, parce que ce sont des carrières courtes, ce sont des carrières où justement il y a énormément de concurrence et il y a très peu de place parce que ça reste une niche pour le moment. Forcément, le joueur a besoin d'avoir cet équilibre et cette confiance en lui, cette confiance elle peut être traduite pour moi par un équilibre de vie sain. Et donc, on ne revient pas tout de suite sur les outils, mais pour nous, c'est importantissime. Comme je le disais, si 90% de notre travail, c'est sur la réactivité, le mémotechnique, plus que sur quand même un peu psychomoteur, mais plus que sur la performance physique au global. Du coup, pour nous, c'est d'une importance capitale que l'équilibre de vie, un équilibre qui est autant psychologique qu'en termes de santé sur le rythme, le sommeil, etc., etc. Parfait, merci. Et pour finir, Thomas? Moi, je pense qu'il est primordial, et d'autant plus avec le public, en tout cas qui est au Pôle France, qui sont des jeunes qui, pour la plupart, parfois même très jeunes, sortent d'un endroit où, parfois de Pôle Espoir, où ils ont commencé à apprendre cette notion d'équilibre de vie. Et pour la plupart, c'est quelque chose qui est inconnu. Et alors, je ne sais pas si on parlera des croyances limitantes, mais nous, on est constamment confrontés à Kobe Bryant qui se lève à 4h30 du matin, mais en même temps, ce côté jeune, les gamins ont envie de se coucher à 2h du matin, qu'en fait, il y a pour moi un gros manque de méthodologie dans cet équilibre de vie, et qui représente un gros frein. Et donc, dans cette notion d'équilibre de vie, c'est pour moi mettre tout ce qui est, en tout cas optimiser tout ce qui est autour pour mettre en valeur le talent pour lesquels ils sont ici. Dans la notion de talent, et n'importe qui a un bon équilibre de vie n'arrivera pas à faire du sport de très haut niveau. Mais si on arrive jusqu'ici, c'est qu'on a estimé qu'il y avait un potentiel. Et pour moi, c'est cet équilibre de vie qui fera la différence, qui a une grande différence avec les autres structures ou les autres athlètes. Et voilà, pour moi, c'est primordial. Alors, avec tous les trois, on a abordé plusieurs aspects de l'équilibre de vie. C'est vrai, beaucoup plus hygiène même de vie pour l'instant. C'est intéressant aussi, Walson, tu nous parlais de carrière courte. Je ne sais pas encore ce qu'il en est aujourd'hui du projet de vie, justement, des athlètes en e-sport. Mais là, Laurence, je pense là-dessus, pourrait peut-être un petit peu plus nous aiguiller sur l'aspect projet de vie dans l'équilibre de vie d'un athlète. Comment, selon toi, ça s'intègre dans son équilibre, même quand il est athlète, dans sa performance? Alors, le projet de vie, à l'INSEP, mais aussi au niveau inclus dans toutes les fédérations, c'est quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire, je retiens, parce que j'ai beaucoup écrit, que ce soit dans le e-sport, que ce soit en basket, que ce soit en hockey, il y a la notion d'équilibre. Et c'est ce que nous, on dit tout le temps, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut trouver toujours un équilibre dans un certain déséquilibre. Un sportif de niveau, quel qu'il soit, après peut-être qu'on reviendra sur le e-sport, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en déséquilibre. Déséquilibre par rapport à ce qu'il doit faire, déséquilibre par rapport aux performances qu'il a en tête, déséquilibre par rapport à ce qu'on lui demande et ce qu'il pense ne pas pouvoir faire. Donc il faut trouver un équilibre ici. Et tel que l'a très bien dit Vincent, c'est pas parce qu'on a travaillé ensemble un long moment, mais c'est vraiment une capsule, le projet de vie, de manière globale. Après, il y a plusieurs petites entités à l'intérieur. Le projet de vie, c'est quelque chose qui va équilibrer l'individu, mais quel qu'il soit. Ok, là, donc, nous parlons de sportifs de niveau, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui permet de stabiliser les ups, les downs, les blessures, les récupérations, etc., etc. Donc le projet de vie, c'est vraiment essentiel. À un moment donné, lorsque tu dis que tu es sportif de niveau dans le e-sport, au niveau physique, c'est pas comme les autres, je me permets, alors que je ne suis absolument pas spécialiste, mais je me permets quand même de mettre un petit bémol parce que ce sont des personnes qui doivent être le jour J au top pour pouvoir gagner leur partie et pour avoir, dans une contrainte temporelle qui est très courte, mais qui s'inscrit aussi dans la durée parce qu'il faut pouvoir passer les cuts des championnats, etc. etc. Et surtout, avec une intention et psychologiquement être prêt. Et s'il n'y a pas cette notion d'équilibre de vie et de projet de vie, c'est compliqué. C'est-à-dire, effectivement, pour tous les sportifs de niveau, ils sont sportifs de niveau, mais ce ne sont pas ce ne sont pas que des sportifs de niveau. Ce sont des individus, ce sont des hommes et des femmes avec un grand H et un grand F. Donc il faut pouvoir équilibrer avec le projet social, tel que l'a dit donc Vincent, c'est-à-dire
Pour l'instant, je suis sportive de niveau, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je suis un homme, je suis une femme, et il y a ma vie amoureuse, il y a ma vie parentale, il y a ma vie familiale, etc. etc. Et ça, c'est absolument indispensable. Et je pense que c'est au même titre que les autres, ça participe à la performance. Et s'il n'y a pas ça, ça peut marcher un temps. Ici, sur l'INSEP, on voit ça. Donc ça fonctionne, mais à condition que le projet de vie soit incarné et il soit surtout formalisé par l'individu lui-même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de formalisation, c'est-à-dire, je ne sais pas, y compris pour les plus jeunes, hein, puisqu'on les a ici, ils sont donc au lycée, etc., etc., ça fait partie à un moment donné, oui, je donne tout pour aller à la performance sportive, mais je ne suis pas que ça. Et je pense que ça participe. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'ils vieillissent et qu'ils grandissent, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important et qui vient en capsule au même titre que les autres. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, j'étais un peu... Merci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Aussi, il y a ton expertise, ton avis. Oui. Tu voulais intervenir? Juste rebondir. Alors, c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Juste pour bien préciser ce que je voulais dire par rapport à ce que nous, on a en termes d'attente physique. C'est-à-dire qu'on estime, les staff e-sport, en tout cas chez Team BDS, on estime que la condition physique a évidemment une importance parce que si la condition physique elle est horrible, et on en a eu l'expérience, forcément tout ce qui englobe le projet de vie, l'équilibre et surtout la sérénité, même la performance est forcément dégradée. Ce que je voulais dire, c'est plus nous sur l'exigence physique, sur l'entraînement physique, on ne peut pas exiger d'un athlète e-sportif malheureusement la même chose d'un athlète sportif dans le sens où, et c'est très vrai, le déséquilibre dans lequel il vit, nous dans l'e-sport, c'est que le temps que passe un sportif à l'entraînement, on le traduit nous à un entraînement e-sportif et donc dans les jeux vidéo et donc devant un écran. Donc forcément de trouver cet équilibre physique et du coup de travail dans le jeu est très difficile et donc forcément on intègre et on estime que c'est important qu'il y ait une condition et on les accompagne et pour nous c'est hors de question, il y a même... en termes de politique, groupe et même ne serait-ce que dans le recrutement, pour nous c'est importantissime que le joueur il ait un minimum de conditions et on l'accompagne si ça n'est pas encore le cas, si on estime que forcément il en a besoin ou qu'il en a envie, forcément on l'accompagne. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire que pour nous la condition physique est forcément un acteur, mais il est moins important parce qu'on ne peut pas exiger malheureusement d'un joueur chez nous qu'il fasse 5 ou 6 heures d'entraînement par semaine quand il intègre déjà environ 35-45 heures de jeu au minimum collectivement. Donc forcément, voilà. C'est juste pour préciser ça, mais par contre c'est vrai que c'est très très intéressant et forcément ça accompagne le fait que c'est cette sérénité, je pense, que donne le projet de vie, cette sérénité psychologique que nous on recherche énormément dans les sports parce que c'est cette sérénité, je pense, qui nous permet de traduire la performance et d'essayer en tout cas de tirer 100% d'un joueur. Je pense qu'on a touché toute la différence entre conditions physiques et qualité athlétique. Voilà, c'est ça exactement. Ce sont les bons termes de l'athlète. Et ben maintenant qu'on a pu bien faire le tour de ce que ça représentait pour vous, c'est à moi de vous demander, plus maintenant dans le détail, quelle méthode, quels outils vous utilisez au quotidien pour mettre en place cette gestion, cette optimisation de l'équilibre de vie de vos athlètes. J'en profite pour dire que là, on rentre plus dans une partie où vous pouvez échanger totalement librement entre vous. Pareil, si Laurence a un éclairage à amener un moment sur des outils, des méthodes, ou certains parallèles justement que vous pouvez faire directement entre vous, entre sport et sport, on vous encourage à le faire. Thomas, je peux te laisser commencer. Alors nous, je commençais par ça parce que c'est pourquoi on m'a fait venir au pôle. Forcément, nous sur la partie suivi charge externe, on s'intéresse au moment passé à haute intensité. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit, quels facteurs on prend pour le faire, ça c'est dépendant déjà du choix qu'on va vouloir faire, mais aussi d'outils. Aujourd'hui, en fonction des outils, on ne peut pas prendre celui forcément qu'on veut. Après, il y a la notion de volume, d'entraînement. Est-ce qu'on utilise la durée, est-ce qu'on utilise la distance ou autre. Ça dépend des disciplines et des outils qu'on a à disposition. Et aussi la charge mécanique, en tout cas, qui nous est un facteur important. Aujourd'hui, on essaie de le représenter, ça nous prend du temps et c'est compliqué de le faire. Puis aussi, il faut le rendre en tout cas suffisamment vulgarisé pour que les entraîneurs se l'approprient aussi. Donc ça, c'est juste sur un aspect de la quantification de charge, qui est la charge externe. Et on ne parle pas de ce qui est fait en musculation, qui à ce moment-là utilise d'autres notions sur le suivi de charge externe. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus
tout cas à l'INSEP, on est obligé. On est rattaché avec Athlète 360, qui est donc un AMS qui prend en compte plusieurs aspects, notamment la qualité de sommeil, le temps de sommeil, le stress et les RPE. Aujourd'hui, le constat que j'en tire, alors maintenant avec l'expérience réduite, c'est que déjà la récolte des RPE, ça reste toujours un problème, en tout cas dans notre cas et dans les clubs que j'ai pu faire avant. Et surtout, que pour moi, ça ne se substitue pas à la communication avec les athlètes. Aujourd'hui, on a des joueuses qui remplissent le wellness par habitude. Et en fait, on a discuté avec elles, on découvre d'autres choses. Pour moi, se contenter d'observer ce qui est donné à travers un ordinateur, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est rassurant parce que sinon, ça voudrait dire que l'humain a de moins en moins sa place. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain et pour moi, c'est peut-être même le meilleur indicateur du suivi de charge, de la communication. Donc là, vraiment l'aspect suivi de charge. Ouais. Alexandre, côté e-sport, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode? Du coup, c'est très intéressant parce que donc tout le parallèle et toute la symétrie et la différence entre le sport et l'e-sport, c'est que nous, on a une chance particulière par rapport aux outils. C'est que nous, étant donné qu'on est sur du jeu vidéo, qu'on est sur des choses qui sont déjà informatisées, le tracking de performance en lui-même, il est beaucoup plus simple, il est ultra développé. Mais par contre, du coup, effectivement, et comme je le disais, et c'est vraiment le point d'ancrage même, que ce soit chez Team BDS, mais en règle générale, je parle de notre politique à nous, mais je pense que c'est la politique dans la plupart des grosses structures e-sport, parce qu'on a la chance de faire partie des plus grosses au monde. En fait, nous, ce qu'on fait énormément, c'est du suivi psychologique, parce que pour nous, c'est une importance capitale. Effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur un joueur sur le terrain, encore moins dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, il n'y a pas le langage corporel dans l'e-sport. En fait. C'est très difficile. Il y a un langage corporel qui est souvent en amont ou en aval de l'effort, de la performance, mais on ne peut pas vraiment ressentir certaines choses qu'on pourrait ressentir dans le sport traditionnel pendant l'effort. Parce que c'est des joueurs qui doivent rester le maximum statique le plus possible et de ne faire travailler idéalement que leur cerveau et leurs mains, leurs bras, enfin ça dépend de l'e-sport effectivement. Mais donc voilà, donc pour nous c'est importantissime et donc ce qu'on a mis en place nous c'est qu'on externalise un service de psychologie. Donc on a une cellule psychologique qui est en accompagnement de Team BDS qui du coup suit l'intégralité des équipes. Donc il y a une équipe psychologique qui est dédiée à chacune des équipes. Donc nous, dans l'équipe Rocket League dans laquelle je travaille à 95%, donc on a donc externalisé ce service qui du coup suit les joueurs de façon hebdomadaire sur 1 ou 2 rendez-vous, ça dépend des périodes. Là récemment on avait un gros déplacement à Copenhague, donc avant ce genre de gros événement on les sort de leur cocon, on les sort de leur famille, on les sort de notre cadre, forcément on les accompagne un petit peu plus pour savoir comment ils se sentent avant le départ, comment ils vont se sentir potentiellement, qu'est-ce qui pourrait les gêner dans le fait de bouleverser un petit peu leur quotidien qui, je le rappelle, est encore un peu différent, je pense, du quotidien sportif normal dans cet aspect un peu de déséquilibre où c'est des joueurs qui finalement sont très souvent devant l'écran, que ce soit chez eux ou à Genève dans nos locaux, et du coup forcément de les sortir de ce cocon-là, ça fait encore plus d'effet. Et donc nous on est beaucoup dans la discussion. Ensuite nous en interne, dans le staff, dans l'équipe en lui-même, donc là pas dans ce qui est externalisé, on fait donc énormément de team meeting et on fait aussi des calls individuels avec les joueurs pour savoir. Moi, c'est importantissime pour moi, on en avait déjà un peu parlé, mais pour moi, de savoir qui va bien, comment il se sent. C'est très facile, surtout dans le monde des jeux vidéo, de faire un burn-out. C'est le cas de beaucoup de joueurs. Et surtout, nous, on a encore une particularité un peu encore différente qui rentre en jeu, c'est la jeunesse. C'est que c'est des joueurs qui, en fait, le pic de performance d'un e-sportif aujourd'hui, ça dépend des jeux, mais sur Rocket League, il est entre 16 et 19 ans. Donc forcément, quand on suit un joueur aussi jeune, dans des conditions de pression aussi grandes, où on lui dit « ça ne va pas durer longtemps », où il n'a parfois pas le temps de finir ses études, où parfois les parents ne l'accompagnent pas forcément, ou en tout cas ne l'encouragent pas à 100%, ou sont parfois un peu inquiets, ce qui est tout à fait compréhensible, même si nous, on travaille aussi à les accompagner. Donc c'est en ce sens-là, donc en mettant en place pas mal de process de suivi avec eux. Nous, sur les joueurs qui sont mineurs, on suit aussi avec les parents en parallèle, où on essaie de savoir comment ils vont, comment ça se passe à l'école. Pour moi, c'est aussi super important, surtout que chez nous, chez Team BDS, dans tous les staffs, il y a en général, ce sont des gens qui ont eu la chance d'aller au bout des études parce qu'on a rarement été des athlètes, en tout cas à ce niveau-là, parce que là on parle d'athlètes qui sont internationalement connus, c'est des gamins qui ont 16 ans et qui ont 120 000, 150 000 followers sur les réseaux, enfin, c'est démesuré. Donc forcément, voilà, nous c'est beaucoup de process, externaliser une cellule psychologique pour les suivre, nous en interne on les suit aussi, et ensuite sur tout ce qui est performance, là je le disais, donc nous on a la chance de faire du tracking sur des outils, donc je pense qu'on y reviendra plus tard.
Mais voilà, c'est surtout ça qu'on fait. Et avant de te demander, Vincent, j'avais rien sur un petit point où je pense qu'on se pourra rebondir. Tu disais donc on fait suivi psychologie, savoir qu'ils vont bien, on leur prévient que ça va être court. Justement, comment on gère cet avant, pendant, après déjà psychologiquement, mais aussi même peut-être certains pour se projeter, et même socio-professionnellement, la transition qui va forcément arriver. Donc c'est à moi que ça va. Ouais. Donc alors en fait, effectivement, donc nous, ça je tiens à dire que c'est peut-être une particularité, j'ose espérer que dans les autres structures ça se fait aussi. Donc nous on est très ouverts et clairs et transparents sur effectivement la durée de leur carrière. Voilà. Mais par contre, on ne les abandonne pas. Nous, le but, c'est pas de les éreinter et de leur dire à la fin du parcours, merci beaucoup, vous avez été extraordinaire, maintenant vous avez 21, 22 ans, techniquement vous n'êtes plus au niveau, vous pouvez partir. Donc nous, ce qu'on fait en fait, en parallèle de de leur parcours, c'est qu'on les accompagne sur en fait j'ai du mal avec le terme réinsertion, mais avec un accompagnement pour les introduire soit dans le milieu de l'e-sport, d'autres façons. Alors ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans l'e-sport et dans les jeux vidéo, c'est en général ceux qui étaient joueurs passent donc sur ce qu'on appelle des analyses desk, donc ils deviennent soit des journalistes du milieu, soit des commentateurs, soit ils passent dans les staffs. C'est ce qui se fait énormément sur les dernières années. Donc les jeunes à partir de 22-23 ans prennent un petit peu le relais sur les jeunes qui ont maintenant du coup 16-17 ans qui prennent le relais dans les équipes. Et en général, donc, ils n'ont pas un rôle, alors ça dépend des structures, ça dépend du profil du joueur. On travaille aussi avec lui sur développer ses compétences pour si effectivement il nous dit qu'il serait intéressé potentiellement au bout de 2-3 ans pour coacher une équipe ensuite, ou faire de l'assistanat, ou travailler dans les métriques, le monitoring, etc. Donc nous on les accompagne sur ça. On peut très bien les former en interne avec les équipes qu'on a déjà, des équipes qui sont en général avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Maintenant, le bémol qu'on a nous dans l'e-sport, c'est qu'effectivement c'est une niche et il n'y a pas de formation e-sport. On n'a pas des personnes qui techniquement aujourd'hui ont des diplômes forcément de coach e-sport. Alors on a la chance d'avoir quelques diplômés, même dans d'autres pays, des gens qui ont des diplômes de formation, des personnes qui sont des accompagnateurs sportifs, etc. Donc ça nous aide, mais forcément c'est difficile ensuite de leur proposer une formation, mais on les encourage et on les aide à un peu se réintroduire dans le milieu d'une autre façon. Ensuite, donc, il y a un autre cas qui est ceux qui ne désirent pas rester dans le milieu, qui sont qui veulent faire autre chose. Et donc là, dans ce cas-là, on a aussi une cellule chez Team BDS qui accompagne les joueurs et qui leur propose de repartir dans les études. Si on est dans le cas d'un joueur qui, par exemple, n'a pas passé le bac parce qu'il a arrêté à 16 ou 17 ans, malheureusement, entre guillemets, ça dépend si on trouve que c'est heureux ou malheureux, mais ça arrive dans beaucoup des cas, ils n'ont pas pu passer le bac parce que leur pic de performance, et même eux en tant que joueurs, décident d'arrêter parce qu'ils sentent que c'est le moment de se lancer. Et du coup, ça ne permet pas de suivre le cursus jusqu'au bac, en tout cas de ce qui était à l'époque. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que on les accompagne vers des structures proches de chez eux, on les aide à se relancer dans les études, à relancer au moins aller jusqu'au bac, et ensuite à pourquoi pas, s'ils ont besoin, à aller vers notre politique et notre pôle réinsertion pour trouver des choses qui leur correspondent. Nous, on peut les envoyer vers des formations, ce genre de choses, plutôt tournées vers le sport. Effectivement, par contre, on est quand même restreint sur si le joueur, entre guillemets, le gamin nous dit moi maintenant j'ai envie d'être avocat et tout, très bien, alors on peut t'accompagner, on peut voir ce qu'on peut faire pour t'orienter vers le milieu, mais on n'a pas de lien direct avec des organismes, ou alors tu vois ce truc que pour avoir, par exemple, je ne connais pas assez bien l'INSEP, mais j'imagine que forcément à l'INSEP il y a déjà une structure en place pour insérer des joueurs dans d'autres domaines. Donc voilà, on accompagne au mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours optimal. C'est pour être tout à fait transparent. Merci pour les précisions. Vincent, je vais pouvoir poser la question enfin. Quelles méthodes, quels outils vous mettez en place dans cette optimisation de l'équilibre de vie de manière générale? Quoi? Laurence Mouvel. Non, il y a. Je pense que. Elle trépigne un peu, elle va rebondir tout à l'heure. Sur la totalité de quoi? J'ai noté pas mal de choses, mais pour moi, le premier outil, c'est la modélisation de la perf à produire, et donc de l'ensemble des déterminants à articuler entre eux, et donc de l'équilibre avec lequel jongler effectivement dans les différents déséquilibres. Et donc, une fois que c'est modélisé, on planifie, on programme, on délègue, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Pour faire ce travail-là, et puis une fois que c'est fait, on réadapte, parce que ça se passe jamais comme c'était prévu. Puis quand on réadapte, on revalide, et puis on dialogue avec les personnes avec qui on a délégué. Alexandre a parlé de staff,
c'est vraiment un travail d'équipe. Après, pour revenir sur ce que disait Thomas, évidemment, on peut quantifier les charges externes, c'est ce qui est le plus facile. Pour la petite histoire, nous au Pôle Hockey, il y a. C'était quand? Voilà, à partir de 2014, on a commencé à faire les prémices d'Athlète 360. Au début, c'était les questionnaires papier, puis après, c'était les tableaux Excel, et puis les Google Forms, c'est devenu une petite appli, et puis après, ça a été développé à plus grande échelle. Mais l'idée, c'était d'avoir. Bon, évidemment, on avait les cardio-fréquencemètres pour regarder les intensités, les GPS, on pouvait quantifier les charges externes. Sur les charges internes, c'était surtout les questionnaires. Aujourd'hui, et au regard du travail que je fais, je ne peux pas faire l'économie de parler des suivis de variabilité de fréquence cardiaque. C'est les suivis de charge interne qui sont objectifs, c'est les seuls en fait. Sinon, la charge interne, elle est subjective. C'est le sportif qui déclare s'il se sent fatigué, s'il sent qu'il est motivé ou pas, etc., s'il a bien dormi. Donc il y a tous ces outils-là, je ne vais pas forcément les développer. Mais pour moi, et Thomas l'a très bien dit, c'est des prétextes au dialogue en fait. Ça donne des informations, mais soit qui permettent à un moment de se dire tiens, je vois une petite alerte ou en tout cas il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais discuter avec le sportif. Mais sinon, ça ne peut pas être plus important que la discussion, que le dialogue, que le rapport de confiance qu'on va instaurer petit à petit, parce que, comme l'a dit Laurence, c'est d'abord le projet du sportif, et donc c'est à lui bien sûr, de bien identifier ce que nous on peut lui apporter, ce que tous ces outils peuvent lui apporter, ce que toutes ces mesures peuvent lui apporter pour bien gérer justement ces équilibres. Et donc les dialogues, ils sont avec le sportif, mais ils sont aussi avec les différents référents, que ce soit les référents scolaires, référents médicaux, sur le suivi socio-professionnel. Ça peut être le préparateur physique, le kiné, la prépa mentale ou le psy, dès lors que l'athlète a validé effectivement qu'il pouvait y avoir un dialogue aussi avec ces personnes-là, sinon ça lui appartient. Et puis, dans le cadre d'un sport collectif, nous, on avait des joueurs qui jouaient en club le week-end, donc il faut aussi qu'on puisse discuter avec les entraîneurs de club, qu'on puisse discuter avec les autres joueurs qui jouent dans le même club, ou même qui ont été leurs adversaires, qui ont pu observer des choses que nous, on n'a pas vues. Et puis, il y en a un qui a un rôle plus important, c'est le capitaine. C'est aussi une personne avec qui on peut discuter des autres joueurs sur des choses qui n'ont pas été dites, en fait. Donc, c'est le dialogue avec toutes ces personnes-là qui permet de récupérer les informations et puis, encore une fois, de réadapter, de revalider ce qu'on aura programmé. Et si on revient justement sur cet outil, tu voulais pas aller vraiment profondément maintenant, mais la variabilité de la fréquence cardiaque, vous utilisez. En fait, c'est un témoin de l'activité du système nerveux autonome. Donc, comme son nom l'indique, il est autonome, on ne peut pas tricher avec. Donc, voir comment il réagit à tel ou tel stress permet immédiatement d'avoir un retour sur est-ce qu'il y a de la fatigue, est-ce qu'elle est normale. On a fait une grosse séance le lendemain, on voit arriver un état de fatigue, c'est exactement ce qu'on recherchait, donc pas de souci. L'important, c'est vraiment de faire un suivi donc dans le temps, de voir comment les choses évoluent. Après, ça peut être aussi lié à un énervement, une mauvaise nuit, un repas un peu trop lourd, et c'est là que c'est important de dialoguer en fait. Ça ne va pas forcément être l'entraînement d'hier qui a généré de la fatigue et donc je vais lever le pied, ou alors je vais revoir mon entraînement. Peut-être que ça va être important de lever le pied parce qu'il y a de la fatigue, mais si elle est liée à une mauvaise nuit ou à une dispute avec sa copine ou son copain, on ne va pas remettre en cause l'entraînement. Par contre, on peut faire une séance un peu plus light parce qu'il a mal dormi et qu'on va essayer de ne pas le blesser, évidemment, sur une séance comme ça. Et du coup, vous la mesurez quand, comment, à quelle fréquence? Ça dépend des périodes de l'année, mais moi là je travaille avec beaucoup de fédérations. Quand on est sur des périodes d'affûtage, ça va être tous les jours. Quand on est sur des périodes compétitives, au contraire, on va lever le pied. Il n'y a plus que le dialogue qui devient intéressant. Il faut surtout, en tout cas, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font le choix de plus donner ces mesures-là à l'athlète quand il est en période de compétition, parce qu'à ce moment-là, c'est mentalement qu'il faut qu'il soit le plus disponible possible. Donc on ne va pas commencer à dire « Ah, le test, il n'est pas super aujourd'hui, mais c'est pas grave, en bonne compète, vas-y, déchire tout ». Donc c'est pas ça. Et donc il y a des moments où on est en stage, où on va le faire beaucoup plus régulièrement. Ça peut être tous les jours, tous les 2 jours. Et puis il y a des périodes, je dirais, de compétition championnat national régulier, où là ça va être une fois par semaine, ça suffit amplement. Plutôt faire le lundi matin, voir justement dans quel état ils sont après le match du dimanche, ou le mardi matin, après le match du dimanche et la séance de récup du lundi.
pour voir justement si ce qu'on a programmé est pertinent par rapport à l'état de fraîcheur des sportifs le mardi matin. Merci pour les précisions. Donc Laurence, apparemment tu trépignes. C'est mon interprétation. Non, je suis très animée. Surtout, avec Vincent, on se connaît très bien. On se connaît un peu moins bien, mais quand même, j'ai eu un petit peu aussi, on s'est croisés. Et puis, par contre, je suis très intéressée par ce qui est dit par le e-sport. Pour avoir participé il y a quelques années à une table ronde justement sur le grand raout du e-sport avec la Team Vitality, entre autres. C'était fort intéressant. Et en fait, je m'aperçois, et c'était aussi ce dont on avait discuté ensemble, c'est qu'il n'y a pas tant de décalage que ça entre le e-sport et ce que l'on appelle, nous, le sport de haute performance. Pour moi, c'est aussi du sport de très haute performance. Je ne sais pas si je vais me faire des copains, des copines, puis ça va être complètement égal d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, Alexandre, c'est-à-dire cet accompagnement dans le milieu du e-sport. Ouais. Donc, il y a un accompagnement durant la carrière et il y a un accompagnement... alors, après, moi, j'ai plutôt une question. L'accompagnement durant la carrière, tu as parlé de 1 ou 2 rendez-vous. Est-ce que cet accompagnement se fait aussi au fil de l'eau, c'est-à-dire toute l'année? Alors, 1 ou 2 rendez-vous par semaine. Semaine. Avec la cellule psychologique. C'est énorme, bravo. Parce que pour nous, et donc c'est donc je le répète, mais pour nous, c'est une importance capitale. Parce que pour nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un joueur psychologiquement prêt. Parce que je ne suis personne pour juger le monde du sport traditionnel, et encore moins quelqu'un qui peut donner un avis objectif parce que je ne le connais pas assez bien. Mais par contre, dans l'e-sport, on estime que la charge mentale est énorme. Elle est énorme sur beaucoup trop d'aspects. Si vous avez déjà bossé ou entendu parler de ce qui se fait chez Team Vitality, concrètement, c'est des concurrents / des gens avec qui on travaille énormément, avec qui on discute beaucoup. L'idée, c'est qu'ils sont jeunes et forcément, il y a énormément de pression. Et donc je le répète et je le redis, cette pression, elle vient d'énormément d'endroits. Et quand elle est en plus familiale ou sur son avenir, quand la pression concerne en plus quelqu'un qui a l'impression de ne pas savoir vers où il va, vers quoi est-ce qu'il peut aller se diriger après la carrière, même si effectivement la chance de la carrière e-sport entre guillemets, c'est qu'elle donne beaucoup de revenus dans beaucoup de circonstances. Du coup, elle permet aux joueurs, pendant les quelques années où il est là, d'accumuler énormément de revenus, d'être ultra à l'aise, d'avoir énormément de visibilité. Donc il y a beaucoup de gens qui les aiment, qui leur donnent de la force, qui les suivent, etc. Donc oui, donc pour nous, c'est 1 à 2 rendez-vous avec la cellule psychologique par semaine au minimum, plus le team meeting, plus le solo meeting. Donc ça, c'est animé par moi. Donc ça, c'est moi juste prendre la température, ce que vous disiez par rapport à la discussion ouverte. Donc nous, c'est important. Alors la chance que j'ai sur Rocket League, c'est qu'ils sont que 3, les joueurs, plus le coach, plus ensuite le manager, l'assistant coach et donc les staffs de monitoring technique. Donc il y a quand même beaucoup de monde pour 3 joueurs. Et du coup, voilà, nous, on est sur une discussion continue. Donc ça, c'est toutes les semaines avec moi, donc qui est leur manager un peu / leur grand frère, parce que voilà, pour eux, c'est un peu... Ils ne nous voient pas vraiment comme un staff parce que c'est un peu des enfants, donc ils ne se rendent pas vraiment compte, je pense, parfois de l'encadrement qu'ils ont. Mais du coup, voilà, ils disent des choses qui sont personnelles. Nous, on prend la température sur comment ça va à la maison, comment ça va personnellement, comment ça va potentiellement s'ils sont ouverts. Toujours, c'est important. Et tu as précisé quelque chose de très important, Vincent, c'est ça. Sur est-ce qu'ils ont envie de parler aussi? Est-ce que pour eux, ils sont à l'aise avec la discussion? Parfois, ils sont très fermés. En plus, on vient d'un monde où socialement, et on en avait parlé avec Morgane et Elise, en fait, ils sont socialement très fermés de base, parce que dans les sports qui ne sont dans ce sport-là, même si ça reste un sport co, c'est des sports co à distance, on ne se voit pas beaucoup. Alors nous, on essaye justement, et c'est ce qu'on fait au maximum, c'est de créer du coup cette ambiance d'équipe, mais vu qu'ils ne se voient pas énormément, ils ont vraiment un retard social au global. Tous, dans tous les sports, dans toutes les équipes, ils ont un peu ce retard social et de communication, donc c'est encore plus dur de les faire parler. Et donc pour nous, oui, c'est 1 à 2 rendez-vous par semaine toute la saison. Donc une saison Rocket League, c'est de janvier à septembre environ, plus 2 mois de pause, qui malheureusement est à la fois une pause ou pas une pause en fonction de l'avenir du joueur, parce que la période de transfert est sur cette période-là, et du coup, vu qu'il y a énormément de mouvements, il y a toujours cette pression un peu continue. Mais voilà, pour nous, c'est toute l'année tant que le joueur est en contrat, toutes les semaines, il y a 3 à 4 meetings, et ensuite quand on part, donc ça j'ai oublié de le préciser, mais quand on part à l'étranger pour des compétitions internationales, donc on est parti il y a 2-3 semaines à Copenhague,
Et donc avant, on était parti à Boston, à Dallas, etc. Là, on est accompagné par l'une des personnes de la cellule psychologique qui nous suit tout le temps. Donc qui est là avec nous dans la salle, qui nous suit même à l'hôtel. Elle s'est prise en charge par l'éditeur de la compétition, donc qui invite les équipes qui sont qualifiées. Et donc dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui est tout le temps là. Et si vraiment il y a un gros problème, donc nous, on peut entre guillemets, forcer l'intervention, on se dit voilà, ça serait bien peut-être d'aller discuter avec lui, ou sinon il est juste là en backup, si on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler, ou si même le joueur a envie de parler, on lui dit voilà, il y a toujours quelqu'un pour discuter, et je les encourage à discuter de choses différentes dont ils discutent déjà avec moi, parce que même si j'ai cette relation de proximité avec eux, moi j'ai envie qu'ils aient vraiment quelqu'un qui est un peu le confident. Je ne saurais pas trop décrire le rôle du psychologue dans sa globalité, parce que je ne connais pas assez le métier, mais moi j'ai envie qu'il ait cette bulle à lui avec cette personne-là, qui les suit toute l'année et qui du coup vient avec nous dans les déplacements. Donc, il y a quand même beaucoup de meetings pour nous. Donc ça c'est très très intéressant parce que si on veut faire le parallèle, même s'il n'y a pas vraiment parallèle à faire, mais en ce qui concerne à l'INSEP, mais maintenant c'est au sein du grand INSEP, de la fédération, donc ça c'est bien développé, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des cellules d'accompagnement. Nous sommes une cellule d'accompagnement aux socio-professionnels, c'est-à-dire que même s'ils sont dans des études, même s'ils n'en font pas, etc., ce qui est important, c'est de, justement, pour participer à cet équilibre de vie, c'est ce que tu fais, ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, ce que tu es en capacité de faire, et là où tu voudrais te projeter. C'est pour ça que c'était intéressant. Donc effectivement, il y a le milieu du e-sport, peut-être, pour venir. Donc moi, j'ai relevé donc de la programmation, donc journaliste, commentateur, être dans le staff, etc., etc. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que l'individu veut faire. Et c'est pour ça que c'est important ici. Donc nous sommes cette cellule, nous les accompagnons dans leurs études, mais par contre, par exemple, moi je suis coach de vie. C'est-à-dire que donc on travaille main dans la main avec les psys et avec les préparateurs mentaux. Ce sont quand même des métiers un peu différents, qui sont très connexes, mais sont quand même des métiers très très intéressants parce que ça permet de prolonger la vie, c'est-à-dire que si un sportif il fait une formation X ou Y et qu'à un moment donné les échecs, les réussites, les blessures, les changements, etc., c'est important d'avoir cette visibilité au fil de l'eau et en permanence, c'est-à-dire il revient à la cellule, nous les interrogeons, nous les suivons, etc. Donc je m'aperçois que chez vous c'est fait et vraiment je trouve que c'est assez remarquable. Et donc, par rapport à cet équilibre de vie, ça en fait partie. C'est-à-dire que là, j'ai bien retenu 16-19 ans, hein, c'est ça la tranche d'âge à peu près. La tranche d'âge réelle, c'est plutôt 16-25, ça commence à faire tard. 16-25. Mais 16-25, leur pic de performance, c'est entre 16 et 19. Voilà, c'est comme un sportif de très haut niveau, ça peut aller jusqu'à 30 ans, suivant les sports co, et donc notamment en basket, ça peut. Mais vraiment, les pics, allez, en gros. Après, vous me dites, messieurs, si je me trompe, mais c'est en gros, allez, 30 ans, c'est quand même la moyenne du pic. Après, c'est compliqué après 30 ans. Ça dépend des postes et des joueurs. Ça dépend des postes et des joueurs, mais en hockey, c'est aussi un peu pareil. Voilà. Et donc, dans les sports individuels, c'est peut-être parfois, surtout les sports à qualité physique, ben, on sait, hein, on vieillit, et moi, les qualités physiques, elles sont, même si elles sont entretenues, on n'est plus tout à fait en terre. Donc, c'est important d'avoir cette visibilité et vraiment de les suivre et d'interroger en permanence. Donc ces groupes ici, nous avons la cellule psychologique ici, au sein du pôle performance. Il y a les psy cliniciens, mais il y a également les préparateurs mentaux, il y a les coachs comme nous, etc., etc. Donc ça c'est en suivi et je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la temporalité, quel que soit le sportif, e-sport, autre, donc il y a sa temporalité. Il y a la temporalité qui est donc définie par une activité de performance qui est liée à l'équipe. Et puis il y a surtout aussi ce que l'individu veut. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc peut-être que parfois, là nous sommes en période des JO, donc on est vraiment focus dessus. Mais par contre, tout ce qui a été fait et tout ce qui se passe à l'heure actuelle a été préparé et continue d'être préparé pour enclencher derrière. Parce qu'il y en a qui vont s'arrêter. Et c'est pas parce qu'on s'arrête que la vie est finie. C'est même pas que la vie continue, c'est elle se poursuit autrement. Moi, j'aime pas quand on dit la vie continue, comme s'il y a eu un arrêt. Non, elle se poursuit, mais autrement. Donc ça, c'est peut-être aussi important parce que
Peut-être qu'il y en a à 19 ans, je sais pas, ils veulent faire kiné, ils veulent être je sais pas, cuisinier, pâtissier, bah pourquoi pas quoi. Donc le champ des possibles, c'est ça quoi, c'est cette ouverture du champ des possibles. Et nous ici, c'est ça. Donc on écoute le champ des possibles et on accompagne au mieux avec les staffs, jamais sans les staffs, pour que le sportif, mais l'individu premier, c'est le sportif et la sportive. Voilà. Et après, ça se greffe autour. Voilà. Merci. Pardon. Ah, bah, Non, mais c'est très intéressant. Thomas, Ouais, moi je vais devoir vous laisser. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, et ça rejoint un peu ce que disait Laurence après et aussi Vincent, mais sur cette idée, enfin, ça pourrait être un autre thème, et l'individualisation du projet, du suivi, de l'adaptation, de la communication. Tout le monde ne communique pas pareil. Enfin, des joueuses que d'ailleurs je vais aller rejoindre, et ils vont répondre ça va, oui, ça va tous les jours, un peu ce qui change, c'est juste la tête des gens temporels. Mais bon, en tout cas, je vous laisse poursuivre. il va nous rester un petit peu de temps peut-être pour un autre aspect de l'équilibre de vie qui finalement aura été plutôt secondaire dans nos discussions. Et c'est bien aussi d'en parler un petit peu, je pense, le côté hygiène. Donc peut-être plutôt la nutrition, le sommeil, l'activité physique. Qu'est-ce qu'on met en place dans le hockey là-dessus? Juste le côté physique, oui, il est de fait, mais c'est pas forcément un bon côté. Dès qu'on va s'entraîner à haut niveau, à haute intensité, il y a systématiquement un flirt avec la blessure qu'il faut pouvoir gérer. Donc je dirais que c'est pas forcément la pratique intensive qui amène de l'hygiène de vie sportive. Pour moi, la première hygiène de vie, c'est le sommeil. Parce que si on dort pas, peu importe ce qu'on fait à côté, c'est pas optimisé, voire même c'est annulé, gâché, gaspillé. En tout cas, il faut il faut que les hockeyeuses et les hockeyeurs puissent dormir, ça c'est clair. Et puis les sportifs en général, pour le coup, je crois pas qu'il y en ait qui fassent exception. C'est physiologique. Après, chacun ses besoins de sommeil, chacun ses créneaux de sommeil. Il y en a qui ont besoin de sieste, d'autres non. Il y en a qui ont besoin de 8 heures, d'autres 10, d'autres 6 heures, ça suffit. Mais en tout cas, ça doit pouvoir être identifié et aménagé. Et voilà, je crois que plus ils sont jeunes, plus c'est compliqué. Ah oui. Il y en a qui aiment bien se coucher tard, se lever tard. Donc si dans un sport collectif où en plus il faut aménager des horaires d'entraînement collectif, c'est plus compliqué. Mais ouais, ça passe par là. Après, évidemment, la nutrition, une nutrition adaptée par rapport au modèle énergétique de la discipline. On va avoir des disciplines, en hockey, on est plutôt sur un sport intermittent, avec une répétition de sprint qui est très importante, mais qui nécessite un fond aérobie énorme. Donc, c'est les apports en glucides et après l'équilibre global pour ne pas développer de carence. Donc les protéines sont très importantes. Bon, je ne vais pas faire un cours de... Puis je ne le ferai pas bien. Je ne vais pas trop rentrer dans la diète ici, mais il faut un équilibre alimentaire, ça c'est clair. Il faut un équilibre hydrique aussi, pouvant cumuler ou en tout cas combiner les différentes eaux qui apporteront les différents minéraux nécessaires. On a des outils de suivi par rapport à ça, notamment en impédance métrique qui permet de voir s'il y a au niveau intracellulaire et intercellulaire si l'apport en eau est suffisant, parce qu'on peut aussi beaucoup boire mais pas être hydraté. C'est un peu un paradoxe, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis ouais, pour moi l'hygiène de vie c'est aussi avoir un équilibre sain, c'est-à-dire pas avoir l'esprit occupé en permanence par est-ce que je vais avoir mon école l'année prochaine? Est-ce que je vais pouvoir réussir mon examen, sachant que je serai dans l'avion, qu'il faudra que je le passe en arrivant à l'ambassade? Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il faut que ce soit goupillé avant, il faut que ce soit bien aménagé. Est-ce que j'ai mon report? Est-ce que c'est bon pour passer mon bac en septembre parce que j'ai ma compète en juillet et donc je ne vais pas le passer fin juin? Tous ces petits trucs-là, ça doit être réglé avant. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'hygiène de vie parce que ça pollue en fait. Ça pollue énormément et donc il y a tous ces petits aspects qu'il faut pouvoir régler avant. Et puis au quotidien, évidemment, et l'hygiène au sens propre, c'est bien joué l'hygiène propre. Mais voilà, c'est ça, c'est est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai correctement aéré ma chambre, est-ce que mes protèges tibias passent pas la nuit dans mon sac. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, mais c'est très bête. Mais si derrière, on va choper une mycose, des champignons, enfin
peu importe les maladies qui peuvent se transmettre par manque d'hygiène, que ce soit de l'hygiène corporelle ou de l'hygiène vraiment de santé, c'est-à-dire de bien dormir, bien manger, bien boire, ben on passe à côté de du bénéfice de tous les entraînements qu'on aura pu faire en fait. Et on peut faire de la vidéo, de la prépa mentale, si on ne dort pas, ça ne marchera pas. Et donc, ce côté charge mentale, on en a déjà un petit peu parlé avant, justement, c'est vrai que pourtant on l'avait peut-être pas vu comme ça, comme charge mentale en plus au quotidien, c'était plus de l'accompagnement, mais c'est vrai que c'est important de mettre l'éclairage aussi sur cet aspect-là. J'ai plus les mots exacts que tu as utilisés, mais tu as dit il faut en gros monitorer. Quand tu parlais du sommeil, son type, ses créneaux, comment vous le monitorez justement? Qu'est-ce que vous mesurez et dans quel but? Alors ça va être à l'habitude. La variabilité cardiaque permet vraiment de ressortir des choses intéressantes sur les créneaux de sommeil. C'est un peu lourd, hein. S'il faut le faire, je pense que tu commences à être bien spécialiste là-dedans aussi, mais partir sur une polysomnographie ou vraiment un relevé très précis, finalement c'est pas si confortable que ça et on va pas le faire au quotidien, c'est clair et net. Mais connaître au moins la durée des cycles de sommeil, savoir si quelqu'un a besoin de 3-4 cycles, ça vaut le coup de le mesurer au moins une fois. Après on va pouvoir l'éprouver, c'est-à-dire que si on voit à la fois dans le dialogue et dans les suivis de variabilité que quelqu'un qui se couche à 9h du matin et qui se lève à 6, il est frais en fait, et il est disponible et il n'a pas de difficulté à se lever et on sait que ça va être son créneau, il aura fait une très grosse nuit mais ça n'empêche pas de se lever tôt. Et il y en a d'autres, à se coucher à 9h du mat, ils vont être réveillés à 4h parce que ça y est, ils ont leur quota. Par contre à 4h ils sont dans le pâté complet et finalement ils ne vont pas être productifs à ce moment-là. C'est pareil sur les décalages horaires, si on fait des longs trajets, est-ce que c'est mieux de voyager 2 jours ou de nuit? Est-ce qu'il y en a qui dorment bien dans l'avion ou pas? Tout ça, c'est des choses qu'on peut identifier. Je sais que c'est la Fédération d'athlétisme qui travaille avec un médecin spécialisé dans le sommeil qui s'appelle Mounir Chenaoui, qui vraiment pousse l'accompagnement très très loin. La personne en charge de prendre les billets d'avion ne les prend pas tant que le médecin n'a pas dit prenez-lui tel horaire ou voilà, à tel moment de la journée. Donc ça, c'est hyper important. Toutes les fédés ne peuvent pas s'offrir ce luxe-là, mais déjà avec le dialogue et de la confiance, un athlète qui dit non franchement moi le matin laisse tomber, on peut commencer à respecter ça et puis aménager des choses avec lui. Alors quand je dis matin, voilà, ça peut être 6h. S'il nous dit rien avant 10h du matin, ça va commencer à être compliqué. Mais en tout cas, on peut aménager des choses quand on est sur des entraînements individualisés aussi, où là on va travailler des spécifiques. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de toute l'équipe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec eux. Et Alexandre Là, on rentre dans le gros problème, entre guillemets, de l'e-sport, non pas malheureusement uniquement dans ce qui est mis en place, mais surtout dans le profil du joueur qui est encore plus dur à manœuvrer, pour nous en tout cas. Donc, il faut savoir que déjà, pour tout ce qui est l'aspect... Peut-être je vais commencer différemment. Déjà, on n'a pas les joueurs avec nous en permanence. En tout cas, ça dépend des e-sports, ça dépend des équipes. Donc nous, sur Rocket League, ce qu'on fait, c'est qu'avant les compétitions, donc on les prend en présentiel, donc on les ramène à Genève, à nos locaux, 1 semaine et demie avant l'événement de compétition, où là, du coup, on est sûr que sur la semaine et demie avant la compétition, on peut tout monitorer. Donc sommeil, nutrition, etc. Donc ce qui est mis en place, donc, là je parle vraiment quand ils sont avec nous, hein, parce que vous allez voir, il y a un gros problème quand ils ne sont pas avec nous. En gros, l'idée c'est que donc, quand ils sont chez nous, donc nous on a un perf coach et c'est pas un nutritionniste, c'est en gros le perf coach participe à la création du menu de la semaine, qui est fait en adéquation avec effectivement les besoins du joueur en termes de nutrition. Donc c'est une alimentation qui est complète, il n'y a pas de... nous c'est les fast-food, etc. C'est une interdiction totale pendant les semaines et demie de préparation chez nous. Donc ça c'est ultra monitoré par le perf coach, qui du coup il y a 2 perf coachs pour 6 équipes, donc ils ont chacun 3 équipes. Mais ça s'articule plutôt bien, ils n'ont pas besoin d'être plus, ils auraient pu être plus, mais c'est plutôt parce que toutes les équipes ne sont pas là au même moment, et vu qu'eux sont tout le temps là-bas, voilà, juste en termes d'effectifs, donc ça rentre très bien. On organise ça en amont
de la semaine, enfin une semaine avant d'arriver. Du coup, on prépare ce menu ensemble. Du coup, parfois, on peut discuter avec les joueurs. Alors, on le fait de moins en moins parce que leurs avis sont catastrophiques sur le sujet de nutrition. Donc, du coup, on ne demande plus et du coup, juste on met des menus et du coup, on les fait manger bien. Et sur le sommeil, du coup, on monitore les heures auxquelles on rentre, les heures auxquelles on arrête de s'entraîner, où on lâche les ordinateurs, et surtout, ça nous permet d'intégrer dans ces semaines et demie des moments où, en termes d'hygiène, au-delà du coup, effectivement, de l'hygiène lié à la performance, et aussi créer des moments où on sort. Pour nous, c'est super important, des moments dehors, des moments où on se libère un petit peu de l'ordinateur, de la charge des écrans. Pour nous, c'est important de créer un peu cet équilibre entre on bosse, on est sur les écrans tout le temps et on prend un peu l'air. Donc voilà, cette hygiène-là, on l'a créée sur la semaine et demie avant la compétition. Ensuite, on a donc le week-end de compétition, parce que du coup, je le rappelle pas, je ne l'ai pas encore dit, mais en gros sur Rocket League, les compétitions, c'est du vendredi au dimanche sur des longues périodes, ça dure environ 6 semaines de compétition non-stop, puis il y a une pause, puis un événement majeur du coup où on doit voyager, c'est quelque part soit en Europe, soit aux États-Unis, et ensuite rebelote, on fait ça 4 fois dans l'année, et ensuite il y a une Coupe du Monde qui réunit les meilleures équipes sur les quatre phases-là. Et donc en gros, voilà, donc ça on le fait très bien. Maintenant, quelque chose qu'on ne peut pas faire métriquement, et donc ça c'est un peu le truc, on n'a pas le luxe de le faire, en tout cas on n'a jamais mis en place ce process-là, c'est lié au sommeil. Et ça, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème, on en a déjà parlé tous les deux, où je t'avais dit qu'effectivement, nous, on n'a rien mis en place. Et quand ils ne sont pas avec nous, le souci, c'est que même si on check, tu vois, on essaye de faire en sorte qu'ils ne jouent pas ou ils ne s'entraînent pas à des heures où il ne faut pas s'entraîner, le problème, c'est que les joueurs e-sport, ils adorent jouer à 2-3 heures du matin. Enfin, ils adorent en tout cas allonger un petit peu trop l'entraînement, à savoir que leur rythme, et c'est très intéressant ce que Vincent disait à ce sujet-là, effectivement, on crée le rythme par rapport à son profil. Maintenant, voilà, on ne peut pas trop déborder, c'est impossible de faire s'entraîner un gamin après 3-4 heures du matin, il faut qu'il se lève le lendemain et qu'on a quand même un rythme qui commence assez tôt parce que par jour, il y a quand même à minima 5 à 6 heures d'entraînement individuel, plus 3 heures d'entraînement collectif. Donc il ne peut pas se coucher à 4 heures pour se réveiller à 11 heures et enchaîner à midi, enfin pour nous c'est impossible. Du coup, on essaye de faire en sorte qu'ils n'abusent pas de ça, parce que c'est très compliqué, on n'a pas de quoi aller monitorer ça chez eux, en tout cas on ne l'a pas mis en place. On a eu quelques discussions avec un organisme suisse notamment qui voulait nous aider à accompagner les joueurs sur le sommeil. Ils l'ont fait sur League of Legends, ça a l'air de s'implémenter plutôt pas trop mal, où effectivement, mais pour eux c'est plus pratique puisque les joueurs sont en permanence à Genève toute l'année, donc forcément c'est un peu plus pratique pour eux. Nous, voilà, comme je te l'avais déjà dit, pour être tout à fait transparent, c'est très difficile à monitorer. On leur donne des recommandations, on leur dit les gars, l'idéal, voilà, les entraînements en général pour eux, ça se finit aux alentours de, je pense, 21h30, 22h s'ils ont bien bossé, qu'ils se sont levés pas trop tard, ils sont tranquilles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller dormir aux alentours de minuit, 1h, c'est un peu leur rythme idéal, vraiment. Et ensuite, il faudrait qu'ils se lèvent aux alentours de 9-10 heures, idéalement. Après, effectivement, ce qu'on n'a pas fait, nous, c'est qu'on n'a pas vraiment de profil de sommeil. Du coup, vu qu'on n'a jamais mesuré ça, qu'on n'a jamais été dans l'accompagnement scientifique de ça, qu'on ne peut pas le quantifier, on essaye de leur dire, voilà, les recommandations qu'on peut faire et que fait le perf coach, c'est essayer d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil. Alors si vraiment il vous en faut plus, prenez-en plus, mais dormez pas trop. Voilà, c'est vraiment beaucoup de recommandations. Et techniquement parlant, c'est très difficile de les accompagner quand on les a pas avec nous. Parce que du coup, on ne peut pas gérer le moment où on les arrête de faire jouer, le moment où on les fait manger, le moment où un petit peu... voilà. Et puis il y a le léger rappel qui n'excuse rien. Forcément, ce serait bien qu'on arrive à mettre des choses en place, mais c'est, je pense, plus difficile à dire qu'à faire. C'est qu'en fait, ça reste des gamins, et comme le dit c'est très bien Thomas, c'est ça avant de partir, le problème des gamins, c'est ça en fait aujourd'hui, entre les réseaux, le téléphone, en plus on les met dans le circuit sport, dans une niche où en fait ils ont tous un rythme catastrophique. Parce que nous ça va, on les encadre un minimum, mais il y a énormément d'autres structures, parce que malheureusement l'e-sport ça n'est pas que Vitality, BDS, Carmine ou Gentleman, des grosses structures comme ça qui ont de gros moyens. En fait les autres, qui sont un très mauvais exemple, influencent très mal les nôtres. Donc forcément, il y a un peu ce truc de, on essaye de les suivre, mais c'est très difficile. Entrer sur le sommeil, on met quasiment rien en place. Par contre, comme je disais, c'est quand on est avec eux, là ça déroge pas à la règle, ils savent quel va être le rythme, et après ça dépend d'eux. S'ils ont un rythme catastrophique et qu'ils arrivent, et d'ailleurs je le vois souvent, en vrai ils ont un rythme qui parfois n'est pas très bon, puis ensuite je les ramène en bootcamp, ce qu'on appelle nous des bootcamps. Et en fait je le vois, je les fais dormir à des heures normales, déjà ils n'arrivent pas à s'endormir, donc ça veut dire qu'en fait le rythme ils ne le suivent pas. Ensuite ils se lèvent, et je les force à se lever parce qu'on doit faire en plus des fois du contenu, des fois des moments où on va avoir des journalistes, des fois on doit faire du média, des fois on doit faire, on rajoute en plus, comme je le disais avant les grosses échéances, on rajoute des séances de psy, et là je le vois que voilà, ils sont un peu à la ramasse, donc
On fait une semaine et demie, peut-être qu'on devrait allonger pour les remettre un peu dans le bain et pour s'assurer qu'à minima, quand on arrive dans le week-end compétitif, ils ont ce rythme. Malheureusement, pour le garder, pour le stabiliser, c'est très difficile. On n'a pas grand-chose en plus. Du coup, Vincent, tu disais que je vais commencer à connaître un petit peu. Oui, c'est avec Mathieu, donc le délai au CEP, ce qu'on fait, c'est aux demandes des fédérations, évidemment. Là, notamment cette année, avec le pôle tir à l'arc. Alors, ça remet un petit peu aux demandes des fédérations, mais donc dans le master, on a Tiffany Chiquet qui travaille avec le pôle gym, donc qui a mis cet accompagnement aussi en place avec les GR, donc les gymnastiques rythmiques, et les GAF, donc gymnastique artistique féminine. C'était, on va dire, moitié-moitié à la demande de la fédération et pour la réalisation de son mémoire. Où là, on a plusieurs manières, par exemple, de le monitorer. Ça peut être quelque chose comme ça qui se met en place de manière pas forcément lourde, entre guillemets. Soit la première étape, donc avec juste de l'actimétrie, on passe une montre à chaque athlète. Ils doivent la mettre le soir avant d'aller dormir, appuyer juste sur un petit bouton quand ils ont l'intention de dormir, un bouton quand ils se réveillent le matin, ils posent la montre toute la journée. On fait ça 10-15 jours. Là, moi, par exemple, j'ai donné aux arbitres de foot pendant 2 mois, donc là, c'est encore sur une autre école de données, mais c'est quelque chose de pas lourd du tout. Et qui nous donne, par contre, vraiment le rythme auquel ils sont allés dormir, et ils peuvent pas tricher. Parce qu'en fait, s'ils appuient sur le bouton et qu'ils laissent la montre sur la table de chevet, même quelqu'un qui dort, il y a des mini-accélérations qui vont se créer. Donc, il faudra juste dire, t'as pas porté la montre. C'est pourquoi tu as triché. Donc c'est quelque chose par exemple, qui peut être mis en place, et au-delà juste de surveiller le sommeil pendant la période, ça peut d'ailleurs donner un profil de dormeur. On peut repérer des troubles que derrière on peut soit nous-mêmes prendre en charge parce que c'est léger. Si ça rentre dans le pathologique, évidemment c'est plus à nous de le prendre en charge, on n'est pas formé à ça, c'est pas notre métier. Mais par contre oui, c'est notre métier de le détecter. Et comme disait Vincent, ce qu'on peut faire, et pareil, à la demande et de manière beaucoup plus ponctuelle parce que c'est une mise en place plus lourde, c'est de faire une polysomnographie. Donc de directement aller mesurer, donc on a c'est activité musculaire, activité cardiaque, activité des yeux et de chaque lobe, grand lobe du cerveau en tout cas, l'activité pendant la nuit. Et donc ça nous donne vraiment les stades de sommeil, l'évolution des stades de sommeil. On peut même là vraiment aller repérer les troubles plutôt respiratoires aussi du sommeil. Et pareil, orienté s'il faut vers un spécialiste. Mais c'est quelque chose où il n'y a peut-être même pas besoin d'avoir quelqu'un spécifique dans la structure, mais des fois de pouvoir, s'il y a la possibilité de faire appel à des structures comme ça, peut aider à, en tout cas. Comment ça s'articule la polysomnographie? Comment est-ce qu'on le met en place? Comment est-ce qu'on l'active chez, par exemple, un individu, un joueur? Alors, la polysomnographie, c'est vraiment un outil qu'on a. Donc c'est un petit boîtier qu'on vient mettre ici proche du torse, et à ce boîtier est relié donc 3 électromyogrammes qui vont mesurer l'activité musculaire des deux tibiaux antérieurs et ici les muscles de la mâchoire. Donc là, pour repérer quand est-ce que la personne en fait est réveillée, se lève, va marcher pendant la nuit. On a un micro tout simplement qui est au niveau du boîtier pour repérer le son pendant la nuit, ça n'enregistre pas, mais on a la hauteur du son. Le boîtier capte aussi si la personne est sur le côté droit, le côté gauche, sur le dos, sur le ventre, donc à quel point elle bouge. À ce boîtier est aussi branché un électrocardiogramme qui va juste mesurer l'activité cardiaque toute la nuit. Et aussi donc un électroencéphalogramme qui là va venir avoir déjà l'activité du lobe frontal, temporal, pariétal et occipital, on a les 4, pour mesurer là vraiment les phases du sommeil. Donc plutôt, là ça va plutôt être sommeil lent profond et sommeil paradoxal, lui va plutôt être mesuré au niveau de l'électro-oculogramme, parce qu'on sait que si les yeux commencent à s'activer, c'est qu'on est dans ce sommeil paradoxal. Et si jamais, pour certains qui pensent avoir des problèmes de ronflement ou autre, on peut avoir aussi une canule nasale, un oxymètre qui mesure la saturation en oxygène dans le sang, pour avoir vraiment un suivi complet de ce qui se passe pendant la nuit. Donc on le pose le soir, on va dire le plus tard possible, pour pas que ce soit gênant. À chaque fois quand on les voit arriver au self, les athlètes qui font la poly, ils ont tout sur la tête, ils sont équipés, c'est pas le repas le plus confortable de leur vie. Donc on le pose le plus tard possible, et le lendemain matin, juste c'est eux qui enlèvent, ils nous repassent, et nous on fait le rapport derrière dans la semaine. Souvent. C'est sur quel genre de période pour avoir quelque chose de fiable et de...
faut juste que la personne, on va dire, ne change rien à ses habitudes. C'est sûr que si jamais ils vont fêter un titre, ils ont fait la fête, bon, on va éviter de faire une soirée où ils ont pas quoi que ce soit, ou alors faut pas une période où la personne est blessée, c'est peut-être pas pertinent, sauf si c'est une longue période, on va l'accompagner pendant la blessure. Mais sinon, il faut que ça reste dans ses habitudes. Si la personne doit prendre un traitement pile à ce moment-là, il y a certains médicaments qui vont venir, c'est pas forcément altérer, mais en tout cas modifier le sommeil. Pareil, ce sera peut-être pas pertinent de le faire à ce moment-là. Ce sera pertinent en fonction de la personne, la situation dans laquelle elle est et l'objectif dans lequel on fait la pole. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui touche à équilibre, hygiène de vie de l'athlète. Je pense qu'on peut enchaîner directement avec un aspect qui va être pendant le match, entre les joueurs, la communication. Donc je reviens un petit peu à la première question qu'on avait sans la reposer. Donc on nous avait donné une définition de la performance dans votre discipline tout à l'heure. Ma question va beaucoup ressembler à celle de tout à l'heure, c'est quelle place y occupe la gestion, l'optimisation finalement de la communication entre les joueurs en situation de match, ou même à facturer en situation compétitive. Alexandre, je laisse commencer là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, donc, dans la performance, moi je parlais de la place du mental. Je disais que c'était 90%. Je pense que la communication, du coup, c'est les 9,9% restants, en tout cas dans mon sport. Puisque en réalité, donc, comme je le disais, ce sont des périodes très courtes, à très très haute intensité. Il n'y a pas de pause dans un match de Rocket League. C'est 5 minutes non-stop. Les seules pauses qu'il y a, c'est quand il y a un but. Il y a le replay du but et ensuite ça enchaîne encore une nouvelle fois. Et donc comme c'est un jeu qui va très très vite, qui est très dynamique, la communication c'est la clé. En fait, il n'y a aucune équipe pro qui ne communique pas à un débit très élevé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que ça, en plus, on le mesure, on l'enregistre aussi. Donc il y a deux types de communication. Donc il y a la communication en tournoi et la communication en entraînement classique, ce qu'on appelle nous des scrims. Donc c'est quand ils jouent contre d'autres équipes pro pour la prépa, comme si on faisait un entraînement, un match amical, quoi. Voilà. Et c'est un peu leur routine. Et donc en fait, sur la communication, c'est ultra important parce que vu que c'est un jeu très dynamique qui se joue à 3 contre 3 sur un terrain très petit, donc je ne pourrais pas le traduire virtuellement, mais c'est très très petit, c'est-à-dire que qui connaît un petit peu le jeu, voilà, Rocket League, il y a énormément d'interactions secondes entre le ballon et les joueurs. Du coup, forcément, ça demande énormément de communication sur. Il faut toujours qu'un joueur va aller sur la balle, ils disent à quel moment il va sur la balle, s'il compte y aller, où il va mettre la balle, et surtout à côté de lui en même temps qu'il parle, parce que c'est une communication. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est un peu un bordel organisé. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va sur le ballon doit parler et en même temps, il doit recevoir l'information de ceux qui ne sont pas sur le ballon pour savoir où ils sont, où ils comptent aller et qui est à quelle position pour savoir ce qu'il peut faire avec la balle. Donc ça va forcément super vite et la communication, c'est importantissime. Alors là, je parle vraiment de communication liée à la performance, de la communication qui va nous rendre meilleurs parce que sur Rocket League, après le mental et la capacité à être du coup très très bon et très très vif sur le jeu et d'être en termes de psychomotricité super fort et super agile comme on l'est quand on est très très jeune et qu'on est ultra vif, il faut la communication qui va avec et qui permet justement d'organiser ce jeu en équipe. Donc c'est importantissime et donc nous on le travaille énormément, on l'optimise au maximum parce qu'en fait dans un mode de jeu où il faut énormément parler, où il y a énormément d'interactions, il faut optimiser ce qu'on dit. Donc forcément, un joueur n'a pas le temps de faire une phrase pour dire là je vais aller sur la balle, je vais la mettre à droite. Non, en fait on s'en fout de tout ça. Nous ce qu'on veut savoir c'est à droite maintenant, ensuite il doit donner l'information de combien de boosts il a, enfin voilà, c'est un peu compliqué mais en gros on optimise ce qu'il va dire. Et donc pour optimiser ce qu'il va dire, donc nous on enregistre tout ce qu'il dit. Et ici, on ne rentre pas tout de suite dans les méthodes et dans les outils. Ah pardon, c'était pas coupé. Okay. On va refaire tout pareil, mais je comprends, c'est normal que oui, tu ailles direct. Mais juste avant ça, je vais poser la même question à Vincent. Quelle place ça occupe pour vous dans cette définition globale que tu nous as donnée tout à l'heure de la performance, celle de l'optimisation, de la gestion, de l'entraînement de la communication spécifiquement en match? Alors, spécifiquement en match, ça va devenir le déterminant le plus important. Comme tout à l'heure, je disais, il y avait l'ensemble des déterminants à régler avant de s'occuper du physique, de la tactique, du mental et de la technique. La com, en match, on va considérer que physiquement, on ne peut plus rien faire. Hein. Soit on est au top, en tout cas on fait avec ce qu'on a. Techniquement c'est pareil, il n'y a plus rien à travailler. Il va falloir mettre en
en exergue le mieux possible toutes les techniques qui auront été développées. Tactiquement, le plan de jeu il est posé. Après, stratégiquement, on va l'adapter systématiquement à ce qui se passera. Et mentalement, c'est là que la com va jouer aussi. C'est-à-dire que plus on va être à l'aise dans les informations qu'on va prélever, celles qu'on va transmettre et celles qu'on va recevoir, plus on va pouvoir garder de la confiance. Et de la confiance va aussi alors émerger, ou en tout cas la motivation va rester maintenue grâce en partie à la confiance. Donc sur les communications, on a plusieurs modes de communication et ils sont aussi travaillés en amont. Et puis il y a le fond et il y a la forme. Si on se met d'accord que pendant le match, la forme peut être affectée par le psychologique et par le contexte, déjà on s'enlève une partie de pression ou en tout cas de filtre. C'est-à-dire que si quelqu'un va dire de façon un peu virulente à son partenaire de prendre son joueur, le partenaire ne va pas le prendre mal. Alors que dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui nous parlerait comme ça, on le prendrait peut-être mal. Voilà. Ça, c'est des choses à acter au départ, en amont, quand tout va bien. Et puis après, il y a le vocabulaire commun qui est à construire aussi avant, effectivement, à ne pas prendre le temps de faire des phrases. Donc c'est hyper important de savoir que telle ou telle phase de jeu, tel ou tel placement tactique ou intention de jeu est renvoyé à un mot. Et ce mot-là, il est connu, il est reconnu, et on ne le choisit pas au hasard. Il faut que ce soit un mot très court, il faut que ce soit un mot qui soit facile à identifier, qu'on ne puisse pas y penser qu'il a dit autre chose. Et puis, souvent aussi, on faisait ce travail de chercher des mots qui étaient visuels au niveau de son articulation, parce que sur le terrain, des fois, on ne s'entend pas. En fonction de là où on joue, déjà, il y a l'adversaire qui braille aussi, il y a les coachs qui crient, et puis si on est dans un stade bien rempli, on va avoir beaucoup de mal à s'entendre. Donc, il y a toute la partie communication non verbale qui va être hyper importante, alors qu'elle soit gestuelle, mais aussi des fois à la bouche, il y a certains mots qu'on va reconnaître même si on ne les a pas entendus. Donc tout ça, ça se travaille en amont pour qu'on puisse l'optimiser au moment de la compétition. Super, tu me fais mes transitions. Avec plaisir. Donc ça se travaille en amont. Comment ça se travaille en amont, du coup? On a, je dirais, deux types. Il y en a peut-être une troisième qui va venir pendant que je parle, mais il y a ce qui est spontané. Et puis il y a ce qui est anticipé, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, il y a des choses qui vont émerger, on va dire bah tiens ça c'était pas mal, ça vaut le coup de le garder. Et puis il y a des réunions qu'on va se faire dans une salle, enfin peu importe, en tout cas pas crosse en main. Et là on va dire bon voilà, on a ces problèmes, ou en tout cas il faut qu'on anticipe ça, donc ça il faut le régler. Comment on dit ça, quel nom on donne à ça, et en fait on le décide avec les joueurs. Il y a des équipes où peut-être le coach va l'imposer parce que traditionnellement dans le club c'est comme ça qu'on fait, mais en tout cas je sais qu'avec les équipes de France, à chaque compétition, même s'il y a certains joueurs qui sont les mêmes, c'est rediscuté. C'est rediscuté pour savoir si ça va. Et quand l'équipe est installée depuis longtemps, en tout cas les mêmes joueurs sont là depuis un certain temps, ça facilite grandement l'intégration des nouveaux. Soit parce que ceux-là sont très contents de pouvoir enfin accéder, on va dire, au vocabulaire de l'équipe, soit parce qu'ils vont être sollicités pour y apporter aussi leur pierre. Donc en termes de cohésion, c'était hyper important que cette communication-là, elle soit préparée. Donc soit c'est vraiment anticipé avec une réunion et on a des thématiques qu'on a posées en amont, soit pendant l'entraînement, pendant les matchs de préparation, ou même à l'initiative de certains joueurs qui diront « dans mon club, on a fait ça ». On peut trouver ça intéressant. Et du coup, ça va émerger et puis ça va être remis sur le tapis. D'accord. Bien aussi d'utiliser la communication aussi au service de la cohésion, en plus le côté équilibre sur lequel on était tout à l'heure finalement. C'est intéressant de faire les liens aussi entre les deux. Puis il y a des noms de combinaisons qui peuvent renvoyer à un joueur qui l'a trouvé ou qui l'a fait ou même qui n'est plus là. Des fois, il y a des hommages à certains joueurs ou des anecdotes. Enfin voilà, il y a tous ces petits trucs-là. Ok. Et Alexandre, du coup, c'est assez drôle de voir que finalement, ça c'est vraiment des choses qui se travaillent de façon assez similaire dans l'e-sport en réalité. Il y a peut-être il y a quelques particularités, je pense, qui sont propres à l'e-sport. Donc c'est déjà, nous, on n'est pas sur des terrains ouverts.
et donc on n'a pas de distance entre nous, on est au micro tout le temps, donc pendant les compétitions, et donc forcément on est en intra dans les oreilles de son coéquipier. Donc c'est-à-dire que la moindre petite chose qu'on va dire va rentrer directement dans l'oreille de ton coéquipier à une certaine intensité en plus, parce que quand on est dans des tournois, des arènes pleines, comme à Copenhague ou avant, on en a entre 6 et parfois 15-20 000 spectateurs, forcément il y a beaucoup de bruit, mais on entend toujours ton coéquipier dans ton oreille. Donc nous, il y a des choses du coup qui font qu'on a créé un moment où on parle uniquement de ça. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon ponctuelle, on ne sait pas trop. Non, nous toutes les semaines, donc dans la semaine d'entraînement, on rentre à minima un bloc de 1 à 2 heures de com reviewing, donc en fait où du coup on réentend nos entraînements et les matchs officiels, où en fait on fait pas attention au jeu, là, le jeu qui est plus facile à travailler parce qu'on a beaucoup de métriques, beaucoup d'outils de monitoring qui nous donnent plein d'informations, parce que je le disais, du coup on est sur un jeu vidéo donc c'est plus simple, et donc du coup la com reviewing c'est vraiment, on s'écoute, surtout quand on fait une erreur, et on essaye de comprendre et surtout de traduire l'erreur dans ce qu'on aurait pu optimiser dans la communication. Parce que c'est souvent ça. Sur Rocket League, en général, les joueurs sont tellement à l'aise mécaniquement que c'est en général la communication qui fait défaut. En tout cas, à très très haut niveau, quand on passe la barrière de, voilà, il y a quand même ce plafond de verre où au bout d'un moment on est sur un jeu vidéo, si tout le monde sait tout faire mécaniquement, bah voilà, on est tous au même niveau. La différence se fait du coup sur la communication, et c'est là où nous du coup on essaye d'optimiser ça, donc ce que j'allais expliquer tout à l'heure, où dans cette phase de com reviewing, on se réécoute et en fait on utilise donc des modélisateurs 3D qui nous permettent de sortir de la POV du joueur, donc du point de vue du joueur, et donc de voir en hauteur. Et donc là on permet de voir la position de tous les joueurs adverses et chez nous, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on aurait pu du coup mieux traduire ce qui se passe pour celui qui va toucher le ballon, et mieux l'interpréter pour ceux qui vont recevoir l'information. Donc que ce soit une information de je vais être derrière, l'information de je follow, et l'information de je vais toucher la balle où je la mets. Du coup voilà, nous on a vraiment ce truc là, et sachant que du coup il y a les deux petits détails encore différents, c'est que vu qu'on est dans l'oreille, on doit absolument supprimer tout ce qui est néfaste. Donc là il y a plusieurs choses qui sont néfastes, donc il y a l'information inutile. Un joueur n'a pas besoin d'entendre une phrase parce qu'en fait il y a tellement d'informations, il doit tellement capter d'infos, et surtout, et j'insiste, c'est très différent de recevoir une information sur un terrain, je pense, où on est loin, où on dit GGG, ou tu vois, tu peux pas dire GGG 3 fois dans l'oreille de ton teammate parce qu'il y a trop d'informations à faire passer. Donc il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concis, et ensuite, quand je parle de choses néfastes, il faut supprimer du coup encore plus les moments d'humeur. Les moments où on est mécontent. Alors évidemment on est un sportif de haut niveau comme un autre, et quand on n'est pas content de la performance on l'exprime parfois, sauf que sur un terrain de foot c'est plus simple de parler dans son, je sais plus l'expression, voilà, dans sa barbe, et de dire ah vas-y ça rend fou, enfin tu vois, ou quelconque immondice qu'on peut dire sur un terrain quand on est énervé. Là du coup nous on fait beaucoup de rappels sur ça, il faut absolument limiter ça, le supprimer complètement. Alors on pourrait presque dire c'est évident, tu vois, mais voilà, quand on est un sportif, et je pense que vous le comprenez encore mieux que moi, c'est normal parfois d'être frustré, d'avoir sur les autres, donc on doit absolument supprimer ça, donc parfois on revient sur ça et on insiste sur ça. Et on calcule aussi grâce à un outil qu'on a donc, qui s'appelle Nagios, qui est un outil qui est utilisé pas mal dans les sports pour calculer en fait le nombre de mots minutes. Nous c'est super important parce que du coup on constate qu'il y a une relation assez de proximité entre le nombre de mots minutes, donc qui traduit l'intensité de la communication, et la performance. En général, quand on commence à prendre un but ou 2 buts, ou qu'on prend de l'écart dans un match, l'intensité baisse et du coup la performance baisse et on perd les matchs. Parfois même, avant même que ça commence, on commence à l'entraînement ou un match et on constate grâce à l'outil que la communication dès le départ est moins forte. Et du coup, on traduit la performance en fonction de ça. Et du coup, on utilise des outils de data visualisation, dont un qui s'appelle Tableau, qu'on utilise beaucoup, même dans des domaines plus classiques, pas que dans le sport ou dans l'e-sport, qui nous permet de traduire pour les joueurs et de leur montrer pas mal de data. Donc la data de la performance, donc tout ce qui va être lié au toucher de balle, au tir cadré, donc qui sont très communs pour les gens du sport traditionnel, les tirs cadrés, le pourcentage de le KP, c'est donc le goal participation, donc à quel point est-ce qu'on est impliqué dans les buts à chaque fois, à quel point on est sur la dernière touche, etc. Et du coup, on parle aussi de communication. Et on leur montre le nombre de mots minutes. Il y a le nombre de mots minutes global de l'équipe et il y a le nombre de mots minutes par joueur. Ce qui parfois aussi met en exergue qu'on a l'impression qu'un joueur donne beaucoup plus d'énergie que d'autres. Et ça nous permet aussi de discuter avec l'équipe et de dire voilà les gars, c'est une équipe. Et au bout d'un moment, voilà, il y en a un qui donne beaucoup trop d'informations. Alors s'il donne trop d'informations,
est-ce que dans ce trop d'informations, il y a de l'information qui est inutile, ou est-ce qu'il donne justement, ou est-ce que c'est vous à côté qui ne donnez pas assez d'informations, tu vois? Donc voilà, on parle de ça et ça nous permet du coup de paralléliser la visualisation de ces données liées à la com, et liées au nombre de nos minutes, et donc ce qu'on fait quand on réécoute nos matchs et nos entraînements pour dire effectivement là, il y a tel ou tel problème qui apparaît, et du coup on travaille comme ça parce que la communication donc, liée à la performance, c'est ultra important. Donc Rocket League, et là je vous l'avais un peu dit à tous les deux quand vous étiez là, elle est un peu particulière à l'e-sport aussi. Parce que par exemple un jeu comme League of Legends, qui est un peu plus grand public et surtout qui dure 50 minutes par partie, forcément on ne peut pas avoir un taux minute trop élevé. Là, le mec à la fin il sort, il a la tête comme un seau, enfin il meurt. Clairement, il ne peut pas enchaîner un BO comme ça pendant 3 heures. Mais sur Rocket League, vu que c'est comme je le disais 5 à 7 minutes intenses, c'est 5 à 7 minutes de écouter une communication Rocket League d'un match officiel, c'est waouh. Continue, je reste derrière toi. Nice, Nardo, vas-y. Parce que les gens, la première fois qu'ils écoutent, ils se disent où est-ce qu'on est. Donc ça se travaille énormément et effectivement, ça ne se travaille pas pareil sur Rocket League que sur d'autres e-sports. Et c'est pour ça que nous, spécifiquement sur RL, on fait beaucoup de travail sur ça. Et pour le coup, là, on le suit, on le calcule, comme le sommeil. Voilà. Donc une dimension vraiment importante. Ouais, c'est capital. Laurence, je ne sais pas si Bah, tu souhaites d'accord. intervenir Ah oui, d'accord. sur le sujet. Évidemment, la com. Et donc il y a la com qui est liée donc à la performance et donc dans l'action, Ouais. mais il y a aussi la com, tel que vous le disiez. C'est vraiment ce que je retiens donc, des deux, c'est que un mot parfois peut avoir des conséquences monstrueuses. D'où? Alors là, c'est la coach qui parle, et c'est peut-être aussi la formatrice de temps en temps, conseil d'historie, Vincent. C'est que au niveau de la communication, c'est tout n'est pas bon à dire, même si ça aide à. Donc, dans tout n'est pas bon à dire, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Par contre, dans le tout n'est pas bon à dire, c'est aussi par rapport au coach et par rapport aux équipes qui encadrent, c'est de quelle manière est-ce que je peux faire passer le message et de quelle manière je le dis. Nous, c'est ce que l'on fait en termes d'accompagnement au projet de vie, ou bien même quand on est coach, ou quand on est psy, ou quand on est préparateur mentaux, etc. C'est qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui pose pas problème, et de quelle manière je vais pouvoir accompagner pour que l'autre reçoive le message dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que c'est aussi une forme. Enfin, nous militons pour de la formation aussi par rapport aux personnes qui encadrent. C'est de quelle manière je le dis. Et ce qui était vachement intéressant, c'est dans le non-verbal. Ça, c'est hyper important parce que le e-sport, il n'y a pas de non-verbal. Pour autant, je suis persuadée qu'il doit y avoir du non-verbal. Je pense que si vous avez des captations d'images, dans le non-verbal, dans la manière dont justement ils communiquent ou la manière dont ils vont appuyer sur les boutons, etc., il y a énormément de choses. Donc c'est aussi décrypter ça dans la communication. Parce que la communication, c'est pas que lorsque je parle. La communication, c'est aussi par rapport à ce que je vois. Et de quelle manière je le vois, que ce soit en préparation physique, etc. On le voit, donc on a des indicateurs. Donc je pense que lorsque vous dites quels outils, méthodes utilisez-vous dans l'optique de donc au niveau de la com, et ben nous les outils, nous c'est vraiment, on a la chance ici, parce que nous on les a en gros en intraveineuse ici, parce qu'ils vivent ici, c'est de les avoir en entretien en permanence. Mais on ne les oblige pas à parler. À quel moment on peut obliger quelqu'un à parler? Par contre, de le regarder, et même dans la non-communication verbale, il se passe des choses. Donc c'est aussi, je trouve que la communication, c'est quand même un outil indispensable. D'abord, il faut qu'il y ait de la confiance. Et quand il y a de la confiance, on dit toujours qu'on peut tout dire. Je ne crois pas qu'on puisse tout dire. Et on peut tout dire à condition, à un moment donné, de capter donc de quelle manière l'autre interagit pour pouvoir faire passer des choses, ou pour pouvoir réguler des choses. Donc au niveau de la communication, c'est... Voilà. Donc, on peut tout dire Je du pense moment que qu'on c'est a. totalement indispensable, ça. Oui, si c'est en amont, si c'est Tant qu'on a acté qu'on pouvait se le dire comme on voulait. Non, mais C'est mettre le cadre, et c'est aussi, et nous, en termes d'accompagnement, c'est de la contractualisation. C'est je mets le cadre et je mets des règles du cadre, mais elles sont co-construites. C'est-à-dire que quelqu'un ne reçoit pas comme ça dans la tête, parce que derrière, je pense qu'en e-sport c'est pareil. Il peut y avoir des blocages et derrière il ne se passe plus rien. Donc c'est je mets le cadre, nous mettons le cadre, nous co-construisons le cadre, y compris dans la communication, de manière à pouvoir avancer.
intéressant cette notion de cadre que vous aviez déjà un petit peu évoqué tous les deux aussi. Et si je reviens plutôt sur tout l'aspect de quantification, mesure, reviewing finalement de cette communication que tu as exprimée, Vincent, est-ce que ça se fait un petit peu d'une autre manière ou pas du tout? Est-ce que c'est je déborde un petit peu sur la suite, est-ce que c'est dans les projets potentiellement des fois de mettre ça en place un jour? En tout cas, ça se fait dans les débriefings. C'est-à-dire que soit c'est des débriefings collectifs quand on va faire de l'analyse vidéo soit sur le match qui s'est écoulé, soit sur le match à préparer. On va regarder un petit peu des phases de jeu qui ont bien fonctionné ou le jeu de l'adversaire, et on va aussi commencer à dire voilà, s'ils nous font ça, c'est quoi le signal? Comment on communique là-dessus? Ou au contraire, sur un match écoulé, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit ça, j'ai cru ça, ou voilà, lever les incompréhensions. Et puis ça peut être aussi sur une communication pas claire, où d'un côté on va tendre le bras et l'autre aura interprété que, alors qu'un bras tendu c'était pas ça. Enfin voilà, donc ça peut être à l'occasion des débriefings, et dans les entretiens individuels aussi on va l'aborder. Le monitorer directement, je sais pas, on va pas regarder combien de fois quelqu'un a donné une indication, on va plutôt identifier ceux qui sont prioritaires pour donner une information à tel moment. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont une place sur le terrain où ils ont une meilleure vision. De toute façon, nous, c'est toujours celui qui est derrière qui donne l'info à celui qui est devant. Et sur la même ligne, c'est plutôt celui qui va être au centre qui va donner l'info. Mais si on va déclencher un pressing et que ce pressing se fait par un avant gauche, par exemple, là, les deux autres suivent. Et en fait, il peut très bien dire j'y vais, on y va, mais si lui a identifié que l'adversaire, par exemple, je sais pas, une passe n'est pas bonne, pas assez forte, ou elle n'est pas dans la bonne zone de contrôle, donc celui qui reçoit la balle va mettre plus de temps que d'habitude à la contrôler, donc c'est un bon indicateur pour aller le presser, il ne va pas parler, il l'a vu, il y va, et le simple fait qu'il court, les deux autres savent qu'il y va, donc on suit. Voilà. Et ça, c'est des choses pareilles qui se construisent. Parce que si c'est non, mais on avait dit qu'on ne pressait pas. Moi, il y allait, je n'ai pas compris pourquoi il y allait, j'y suis pas allé. Du coup, une bonne idée devient une mauvaise parce qu'il est tout seul. Et des fois, la mauvaise idée, si tout le monde suit, ça devient une bonne. Donc ça, c'est hyper important aussi de le caler dès le départ. Parce qu'il y a des choses qui n'auront pas forcément été vues sur briefing, mais il y a le sens du jeu, l'intelligence, et donc la connaissance entre les joueurs doit être importante. Ça reste finalement une forme de communication non verbale aussi, de voir que l'autre... Oui, puis c'est une communication qui est liée à certains automatismes, à la connaissance du jeu, à la connaissance de ses partenaires, à la connaissance de l'adversaire. Oui, complètement. Et pour ça que je disais que je débordais un petit peu sur la suite, c'était... on n'est pas trop allé sur ce côté-là, équilibre de vie, parce qu'on avait déjà abordé indirectement finalement quelles sont les limites. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur si jamais vous projetez sur des éventuelles évolutions dans votre manière d'optimiser la communication? Je dois faire oui de la tête, Alexandre. Il y a peut-être des projets déjà qui sont en tête, ou des limites claires qui sont rencontrées aussi dans cette manière d'optimiser la communication. Alors déjà, je trouve que dans Rocket League, déjà, on pousse le sujet très loin, par sa nécessité déjà et par la spécificité du sport. La limite, effectivement, elle rejoint quelque chose que Vincent a mentionné, c'est qu'en fait, quand ça va très très vite, sur Rocket League, la limite qu'on a, c'est qu'en fait, parfois, il faut se laisser porter effectivement par le IQ, donc le sens du jeu en fait. Et parfois, même si tu travailles énormément la communication, que tu travailles exactement ce que tu dis, et que parfois, on se met aussi d'accord en amont, et c'est tout le parallèle qu'on fait aussi dans la communication, c'est qu'il y a des termes, on sait exactement ce que ça veut dire, et puis parfois aussi, toi tu traduis, à force de travailler avec un joueur et de s'habituer aussi à bosser avec lui, tu te dis ok, là quand il dit ça, en général il fait ça. Ou en règle générale, il se passe ça, etc. Et donc nous, en fait, dans l'une des limites qu'on a pour aller plus loin, parce qu'on estime qu'on va déjà assez loin, c'est qu'on est limité par le style de sport dans lequel on est et par le fait que parfois les joueurs doivent être portés par leur créativité aussi.
Tu vois, parfois il faut faire confiance au fait que là il y en a un, il a une lueur, parfois il va même inventer quelque chose, tu vois, il va dire un truc qu'il a jamais dit, et effectivement on va se dire ah, c'est une bonne idée, et c'est là où du coup il faut qu'on travaille énormément sur comment est-ce qu'ils se comprennent entre eux, et comment le non-verbal qui rentre en jeu là va leur permettre, ou le verbal d'ailleurs, va leur permettre de se dire ok, là il va se passer ça en fait, et donc il faut tous qu'on anticipe et qu'on improvise. Je sais pas si je suis assez clair, mais c'est un petit peu, c'est le cas je pense dans tous les sports, il y a parfois où en fait les génies de leur sport, et pas que, hein, même des très bons sportifs, sont portés par leur créativité, par leur capacité à anticiper quelque chose, à créer une situation, et c'est en ayant créé en amont le collectif, et en ayant soudé vraiment les gens, et en ayant fait comprendre à chacun comment est-ce qu'il fonctionne, qu'on va justement aller de l'avant, et on peut difficilement mettre plus en place, nous on trouve sur Rocket League, parce qu'on ne veut pas non plus les brider. C'est difficile on ne peut pas non plus créer des robots, le sport ça reste quelque chose où voilà, il y a des lueurs de génie, des fois tu as des mecs qui créent des choses, qui inventent des choses, parfois dans des moments de pression intense, il y en a un qui va jouer tout seul alors qu'à 90% du temps là il faut faire une passe, ou il faut aller démo, il faut prendre de l'espace, voilà, il y a plein de choses particulières, donc je pense que les limites c'est, quand on parle de limites, nous en tout cas sur Rocket League, parce qu'on estime qu'on va très loin, c'est on ne veut pas non plus les brider, donc on ne veut pas aller trop loin, et on ne veut pas non plus imposer trop de choses, parce que c'est aussi ça l'e-sport, et pas que, et le sport en général, c'est aussi, allez-y quoi, au bout d'un moment vous vous faites kiffer, vous êtes dans des matchs à intensité, il y a 15 000 personnes qui vous regardent dans une arène, allez-y tu vois, alors pour nous c'est important ça aussi, donc la limite elle est peut-être là. Des obstacles, je pense qu'on a la chance dans l'e-sport sur cet aspect-là, en tout cas nous sur Rocket League, de ne pas trop en avoir, parce que comme je le disais, c'est très facile de créer des outils, c'est une niche qui a grandi avec des gens qui développent tout un peu à la main, on est capable de faire beaucoup de choses. Moi mon cursus fait que j'ai beaucoup aidé BDS à créer des programmes internes, hein. On va faire beaucoup de développement, je ne sais plus si on en avait parlé, mais pour mesurer des choses, hein, faire ensuite de la visualisation. C'est ça. Nous, on n'a pas vraiment d'obstacle. Aujourd'hui, on est en mesure de faire tout visualiser, de mettre plein de choses en place. La limite, elle est vraiment il faut qu'on ait le bon dosage, mais dans tout, hein, pour éviter de les brider et ne pas faire des athlètes vraiment des machines. Il faut aussi qu'ils expriment leur créativité, parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils sont forts et qu'ils sont assez intelligents. Ils ont tellement joué, ils ont tellement d'expérience que maintenant, voilà, ils peuvent créer des choses et on ne peut pas les enfermer dans le milieu. C'est vrai que là-dessus, rapidement, j'ai quelques échanges de la Fédération française de football, on travaille beaucoup sur l'intuition. Ouais. Ils engagent des thèses, ils engagent des travaux de recherche vraiment sur l'intuition actuellement. Donc, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet parce que j'ai pas plus d'informations, mais c'est vrai que ça rejoint beaucoup ce que tu dis, finalement, d'avoir ce regard critique sur ce qu'on fait pour laisser place au talent. Finalement, c'est pour ça qu'on a recruté les joueurs à la base. L'intuition, et je trouve que l'intuition est d'autant plus importante, c'est vraiment le bon terme, dans des jeux ou dans des e-sports ou dans des sports où, en fait dans tous les sports, mais je pense tu vois dans des sports où il y a beaucoup de duels, dans des sports co où parfois tu sais c'est la synergie que tu vas créer qui va créer la différence un peu, et sur l'e-sport Rocket League j'insiste parce que c'est vraiment un jeu qui va très vite, et parfois c'est ça, c'est cette coordination qu'il faut réussir à créer, et à trop en faire aussi on a ce point de vue il faut les laisser s'exprimer. Pour moi c'est important, et c'est très intéressant de savoir qu'il y a des fédérations aussi importantes que celles de foot qui entament des choses, parce que pour moi c'est important aussi, ça a beaucoup de place dans tous les sports. Et Vincent, de ton côté, si tu vois les limites, des obstacles ou des perspectives dans le futur sur l'utilisation de la com? Je crois que c'était vendredi dernier, on m'a parlé de nouveaux t-shirts dans lesquels sont intégrés des haut-parleurs. C'est là-dessus que j'ai été questionné. Et voilà, les tissus connectés, c'était un moment qu'on pose dessus, mais alors ce truc-là, je l'ai vraiment découvert vendredi. Et j'ai appris qu'il y avait plusieurs équipes qui avaient testé ça. Alors la Fédération internationale s'est déjà prononcée en disant pas en match officiel, pour l'instant. Et mon premier réflexe, ça a été, mais les joueurs, ils vont en prendre plein les oreilles tout le temps, parce que si en plus le coach peut leur parler à chacun, soit à tout le monde, soit en choisi, et puis après j'ai eu cette deuxième réaction de me dire, c'est pas parce que c'est là qu'il faut l'utiliser tout le temps non plus. Donc oui, mon premier réflexe, ça a été, ça risque de limiter la créativité. Si d'un coup, je pense que c'est le rêve de plein de coachs, hein. On peut jouer, c'est là qu'on va voir en quelle année je suis né, on peut jouer à la Game Boy directement en donnant des consignes toutes les secondes, en disant voilà, avance, fais-lui la passe, suis ta passe, reviens, ressors, fais un appel. Il y a plein de coachs qui vont adorer ça. Les joueurs, je sais pas.
Et de l'autre côté, voilà, on n'est pas du tout obligé de l'utiliser comme ça. On peut justement aller contrer le fait que quand il est à l'autre bout du terrain et qu'il y a 10 000 personnes qui crient, il ne peut pas nous entendre. Et là, il pourra. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que, je rejoins complètement Alexandre, on ne va pas limiter la créativité. Tu disais, c'est pour ça qu'on les recrute. Il y a certains entraîneurs qui vont recruter des bons petits soldats parce que ça correspond à leur profil et c'est très bien, ils sont performants comme ça, j'en juge pas. Et d'autres vont chercher à recruter des créatifs, donc pas de souci, mais en tout cas, ouais, ça ne doit pas être au détriment de ça. Et justement, le point sur lequel j'avais discuté avec Alexandre sur le fait qu'ils enregistraient, là on parle des haut-parleurs, et à l'inverse d'enregistrer les communications. T'en penserais quoi sur des sports co? Nous, ça se fait au niveau des arbitres. Et du coup, on assiste parfois à des communications que l'arbitre a captées. C'était pas fait pour, mais on les a aussi. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, je pense que le plus intéressant, ça va être dans le débriefing, justement. On ne va pas forcément revenir sur ce qui aura été enregistré. De toute façon, on a l'image. Le son n'est pas toujours nécessaire. Si vraiment on veut savoir ce qui a été dit à ce moment-là, on le demande et généralement c'est assez honnête. Je ne sais pas si ça apporterait. Je pense que ça apporterait de la donnée supplémentaire. Donc ça, c'est sûr qu'il y aurait du temps de traitement supplémentaire aussi. Maintenant, moi je sais que quand je faisais de l'analyse vidéo, je coupais le son les 3 quarts du temps. Okay. Et après, j'ai une anecdote où ça a été important de mettre le son. C'était important de savoir ce qui a été dit à ce moment-là. Et pour le coup, on l'entendait à la vidéo. D'accord. Mais après, on aurait pu, voilà, on avait l'information, mais il fallait qu'on fasse passer le message à quelqu'un. Et pour qu'il l'entende, ce message, il fallait qu'on mette le son. Okay. En disant, voilà ce que tu as dit, voilà comment tu l'as dit, voilà à quel moment tu l'as dit. Okay. Laurence, une remarque Moi j'ai vu, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas ça le problème. Non, moi ce que j'aime c'est l'aspect de l'innovation créativité. Parce qu'effectivement on parle de cadre, et je vous en ai parlé en premier, c'est-à-dire pouvoir communiquer à un moment donné, il faut pouvoir mettre un cadre justement, parce que tout n'est pas bon à dire. Pour autant, au niveau de la communication, et par rapport à ce que l'on veut produire et ce que les joueurs ou bien les athlètes veulent produire, c'est de l'extraordinaire et de la performance. Et si tout est cadré, si tout est analysé, pour ça je rejoins bien Vincent, alors c'est peut-être parce qu'on est peut-être davantage comme ça humainement, mais si tout est cadré, si tout est mesuré, et il en faut, et heureusement qu'il y a des datas, et heureusement qu'il y a plein de choses comme ça, mais à un moment donné, cette part de, à un moment donné, entre guillemets, folie, entre guillemets, qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, si c'est trop cadré, ça n'existera plus. Donc c'est créer les conditions pour que ce non-cadrage à l'intérieur d'un cadrage se fasse. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. C'est cadré et à l'intérieur, la liberté donnée. Parce que c'est ça la perf, c'est effectivement ce qui est mesuré, ce qui est donné, ce qui est objectivé, mais c'est aussi, surtout, à un moment donné, le coup de génie, surtout en sport co, qui fait que, et que soit même en e-sport, c'est j'ai fait ça à un moment donné. Sur l'instant, je suis peut-être pas dans la formalisation et dans la conscientisation, mais ça a marché. Et ça, c'est important aussi de le laisser, parce que sinon, je pense que, moi je le vois, peut-être dans X années, on ne sera plus là, surtout moi, je ne serai plus là, mais peut-être qu'on s'ennuiera un peu plus, quoi. Et c'est ça qui fait aussi l'extraordinaire et donc la performance, et qu'à un moment donné, quand on va sur des grands championnats comme nous, on a l'habitude ou bien qu'on a la chance de pouvoir faire une Coupe du Monde de rugby, des trucs comme ça, il y a un truc qui se passe à un moment donné, on fait waouh, et c'était pas forcément calculé, quoi. Et ça, c'est chouette. Donc la communication, oui, le cadrage, oui, l'objectivation, oui, la formulation, oui, mais bon sang, putain, laisse parler ton génie, quoi. Merci. Voilà, je suis désolée. Enfin, on retiendra qu'il faut aussi laisser place à l'extraordinaire, malgré toutes les discussions qu'on a eues là sur comment cadrer l'équilibre de vie, l'hygiène de vie, la communication des joueurs en match. Et donc on a bien fait le tour, je pense, de ces deux sujets. On va pouvoir passer sur une petite phase rapide de conclusion, où on va faire un tour rapide tous les trois, où là vous laissez un moment totalement libre.
sur vos impressions, ce que vous en retenez, ce que vous avez simplement envie de dire dans cette toute dernière partie d'échange. Merci beaucoup et je vois qu'il y a quand même énormément de proximité entre ce qui est fait dans le sport de très haut niveau et dans les très grosses équipes de e-sport, qui est du e-sport de très très haut niveau. Et merci aussi à vous pour vos interventions. C'est vrai que du coup, moi, je n'ai jamais réellement bossé dans le milieu sportif, mais la réalité ultra intéressante, du coup, c'est que l'e-sport est une niche et qu'elle essaye de grandir. Donc, entre aujourd'hui et il y a 4 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, heureusement d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que nous, dans l'e-sport, on s'inspire énormément de ce qui se fait dans le sport. Du coup, en tout cas, de bribes de choses que l'on voit qui sont ultra intéressantes parce que la réalité de l'e-sport, c'est qu'elle cherche à la performance et donc on cherche dans des gens qui ont 25 ans de métier. Donc voilà, on s'inspire beaucoup de ça. Donc merci, c'est très intéressant.